une production du Studio SF. Girl. Hey, boy! Aujourd'hui, on a reçu... Sarah Hamel, psycho-éducatrice. Hey, mes Invisalign sont out of control. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Psycho-éducatrice. C'était pour vrai, regarde, cette femme-là est extraordinaire. Depuis le début du podcast, c'est elle que je voulais le plus qu'on reçoive. J'avais envie de voir mon chum et elle interagir et j'ai été satisfaite. Cette fille-là est un feu roulant. Puis c'était un goal de la recevoir. Ben, tu sais, c'est un des seuls. Elle avait été à Sexe Oral, puis tu m'avais fait écouter cet épisode-là. Et ouais, c'est ça. C'est comme. C'est vraiment dans nos... C'est ça, là. Fallait wrap up les sujets très importants que cette fille-là connaissait. C'était plus vraiment que toute autre personne. un concours de entre Claude et Sarah de dans la nature, dans la nature, dans la nature, dans la nature. C'était ça tout le long. C'est pas un concours, c'est que j'aimais ça l'entendre dire comme dans la nature, parce que d'habitude, c'est juste moi qui le drop. Là, Satisfait. C'était écœurant pour vrai. Bon épisode. Enjoyez chacune des secondes. Sarah, merci d'être ici. D'être ici. D'entrée de jeu, avant de parler de toi, je veux juste préciser qu'aujourd'hui, c'est mon premier podcast avec des Invisalign. Donc, si je zozote... C'est ça. Parfait. Donc, j'ai pas développé le zozotage. C'est arrivé à cause de ça. Bon, mon micro tient pas. Tout va bien. Sarah, merci beaucoup d'être là. T'es venue à Sexe Oral déjà, puis je te l'ai déjà dit, mais Claude n'écoute pas Sexe Oral. Ton épisode, il l'a écouté puis l'a envoyé à toute sa famille. C'est extraordinaire ce que tu fais. Je me souviens du feeling que j'avais. En plus, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, puis j'étais full émotive à tout ce que tu disais. Puis là, je suis juste contente de... En fait, c'est toi-même qui as dit, tu sais, j'avais les lunettes de femme enceinte, là, j'ai les lunettes de maman. Fait qu'on va pouvoir discuter sous cet angle-là. Puis je suis énervée que tu sois là depuis qu'on a parti le podcast. C'est celle que je veux le plus qui vienne. Oh, merci! Je suis vraiment contente d'être là. Moi, je suis une guidoune en podcast parce que c'est ça, je racontais à Nicole tantôt, tu sais, quand je suis arrivée, que moi, j'aime ça, justement, aller dans des occasions comme ça. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir aller semer des graines, finalement. Tu sais, c'est ce qui me passionne, moi, de faire de la prévention puis de la promotion des meilleures pratiques, de vulgariser le développement de l'enfant puis de normaliser ce que les parents vivent, qui sont, tu sais, qui peut être vraiment challengeant. Fait que c'est ça que j'aime. Puis ça, ben c'est ça, c'est l'occasion d'aller semer plein de petites graines. Puis quand vous partagez ces podcasts-là, après ça, à vos amis puis à vos familles, ben ça sème d'autres graines. Fait que pour moi, là, c'est de l'or en barre. Let's go. Je suis juste contente aussi que tu puisses discuter et découvrir mon chum, le papa. Oui, c'est vrai. Salut. C'est le fun. Enchanté. C'est le fun. J'avais envie aujourd'hui qu'on parle, tu sais, surtout du gentle parenting, tu sais, parce que c'est ça, c'est tellement tough. Tes parents, il n'y a pas de guide. Oui, il y a plein de livres qui essaient de t'expliquer comment tu fais, mais il y a différents parents, il y a différents enfants. Comment dire ça? Puis toi, est-ce que tu aimerais, au cas où, que les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce que tu fais dans la vie, veux-tu expliquer encore un petit peu? Ben oui, c'est vrai, il y en a clairement plein qui ne me connaissent pas. Je suis psychoéducatrice de formation. Je suis aussi maman. Puis en fait, ben maintenant, j'ai la chance de pouvoir juste écrire des livres. Je fais plus de consultation. Fait que, tu sais, finalement, si vous aimez ce que je dis, mais puis que vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est pas possible, là, je suis désolée. Mais il y en a, là, des psychoéducatrices, puis d'autres professionnels qui ont la même approche que moi, qui est une approche développementale et relationnelle, qui se qui se distingue de l'approche un peu classique qu'on connaît plus, là, qui est une approche plus comportementale, OK? Fait qu'en tout cas, fait que tout ça pour dire que je suis psychoéducatrice de formation, mais que maintenant, ben j'écris des livres, je fais des chroniques dans les médias, puis je fais des conférences, des ateliers pour former, tu sais, dans les centres de services scolaires, les éducatrices en garderie, différents professionnels. Fait que c'est ça, je spread l'information maintenant, là. C'est ce qui m'allume.
Est-ce qu'il y a des sujets qui te sont pitchés plus souvent que d'autres par rapport à la maternité ou par rapport à la parentalité? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que ce qui revient souvent, c'est les crises, puis le sommeil. C'est ça, là, qui sont les préoccupations les plus fréquentes, je dirais, là. Mais c'est pas mes sujets préférés. Ben, c'est parce que j'ai l'impression que j'en ai tellement parlé que là, j'ai fait une écœurantite du sujet. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. J'en parle dans mes livres, j'ai fait des formations, sur mon site web. J'ai eu une formation sur le dodo pour vrai. C'est une formation de 4 heures, là. Je fais le tour de la question, là. Mais je le vois, là, que c'est un enjeu, puis que c'est encore pas super bien compris, là, chez beaucoup de gens. Ouais. On va te parler un peu de notre situation, puis on va chercher des conseils. Est-ce que ça te va? Oui, je vais juste faire une mise en garde. Dans le fond, moi, étant donné que je porte le titre de psychoéducatrice, je suis ici avec mon chapeau de psychoéducatrice, puis que je suis membre d'un ordre professionnel. J'ai un code de déontologie qui m'oblige à être prudente quand vient le temps d'émettre des opinions cliniques puis des recommandations quand j'ai pas évalué la situation. Fait que, je vais répondre au meilleur de ma connaissance, puis, plus de manière générale, parce que, justement, je connais pas votre coco, puis je voudrais pas vous donner une recommandation qui pourrait être complètement champ gauche, puis finalement, porter préjudice. Je comprends. Tu t'es baqué, c'est dit. C'est fait. C'est parfait. T'as bien fait. Là, on peut y aller. Oui, c'est ça. Notre bébé, on a fait du cours de dos. On fait encore du cours de dos à ce jour et l'allaitement. Ouais. Puis là, la garderie, ça va bien. Il y a un genre de simili-sevrage dans le jour qui se fait, mais il associe beaucoup maman au sein. Mm-hmm. Puis c'est difficile pour tout le monde autour de l'endormir si je ne suis pas là avec le sein. Fait que c'est un de nos plus gros challenges au quotidien. C'est, mettons, Claude ne peut pas aller le coucher pour la nuit, c'est jamais arrivé. Puis on ne sait pas comment passer cette étape-là. Comment moi, je le sevre parce qu'il me regarde avec ses grands yeux, puis il est comme... Pourquoi tu me donnerais pas le sein en ce moment? Mm-hmm. Que je l'aide dans mes bras, que je sois couchée à côté de lui. Et comme, c'est quoi ton petit problème? Dans le fond, on cherche à faire la transition. On sait pas comment. Dans la to-do list, il est écrit depuis un bon bout. Là, puis ça dépendait de si Lisandre était prête ou pas. Okay. Mais il est écrit genre consulter ou demander une façon. Parce qu'on veut être... on veut le faire de la façon la plus nice possible. Mm-hmm. Mais ouais, ça crée un genre de... Il y a un petit piège là-dedans. Là. On est rendu quand même loin. Puis, mettons, on avait quelque chose à Québec. Elle aurait pu y aller elle-même. Sauf que moi, je peux pas passer une nuit avec le bébé seul. C'est pas encore arrivé. Okay. Si il se réveille, parce que là, il se réveille... Dans le fond, c'est un bébé qui se réveille souvent. Ouais. Et le réflexe, c'est... Il se plug sur maman, il se rendort. Bon. Mais s'il se réveille puis qu'il y a juste moi, puis que j'ai réussi à l'endormir de façon magique de la poussette au lit, parce que c'est soit poussette, soit auto. Ça, c'est notre façon. Okay. Il va pas se rendormir. Là. Il va faire une crise jusqu'à ce qu'il trouve maman et le sein. Bon, voici ce qui se passe chez nous. Okay. Comment on fait la transition? Ben c'est cool parce que je peux répondre à ça. Je peux répondre. Puis tu sais, avant de répondre, je veux dire aux personnes qui écoutent, tu sais, que il n'y a rien qui nous oblige à faire le sevrage de l'allaitement dans cette situation-là. Tu sais, c'est pas tant l'allaitement le problème, non, OK? Fait que, mettons que tu es écœuré puis tu veux faire le sevrage de l'allaitement, parfait, c'est ton corps, tu décides, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec tes seins. Même si lui, c'est son affaire préférée au monde, ça reste que c'est tes seins à toi, tu sais. Fait que c'est correct que tu mettes tes limites puis que tu choisisses quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver? Parce que ça va arriver, c'est sûr, ça va arriver. Un jour, ça arrive. Puis tu sais, généralement, le sevrage de l'allaitement, ça se fait naturellement. Moi, je sais pas si ça se serait fait si naturellement que ça. J'ai allaité jusqu'à 3 ans et demi, mais juste au dodo, là, tu sais. Puis ça s'est arrêté parce qu'elle a eu un gros bobo dans la bouche, puis elle était plus capable, tu
tu sais, Puis à téter. de téter. Ouais. Puis là, ça a été une semaine, tu sais, gros bobo qui n'était pas capable d'ouvrir la bouche. Ah, c'est chiant. Puis, ouais, c'est super poche parce que c'était ni son choix ni le mien. Là. Ça nous a été imposé. C'est la nature. Puis, ouais, encore une fois, la nature. Mais c'est ça, tu sais, généralement, là, le sevrage se fait quand même naturellement, sans qu'on ait à intervenir. Puis c'est correct, tu sais, aussi, une autre affaire que je veux dire par rapport à l'allaitement, parce que j'en vois beaucoup, là, tu sais, des mamans qui sont écœurées d'allaiter, mais... puis après ça, quand je les regarde, je comprends, là, parce que, tu sais, c'est un peu l'enfant qui est en posture de lead dans l'allaitement. C'est pas la maman qui est dans l'offre. Elle répond à la demande, finalement. Tu sais, l'enfant, il arrive, lève le chandail ou baisse la brassière, puis il se plug. Puis ça, quand c'est le cas, c'est-tu ça? C'est-tu ça, toi? C'est vraiment ça. Bien, ça, là, Lisande, c'est important, par exemple, de reprendre ta posture de lead dans cette relation-là. Ouf, OK? ouais. Parce que là, les rôles sont inversés. Tu sais, notre rôle de parent, peu importe qu'on soit la maman ou le papa, là, notre rôle de parent, puis même l'éducatrice, tu sais, quand on est une grande personne qui est en charge de s'occuper d'un enfant, bien, il faut qu'on soit le capitaine du bateau. C'est nous qui devons être responsables de constater le besoin et de répondre aux besoins. Fait qu'il faut qu'on soit au-devant, puis c'est nous qui devons décider de la manière dont on va répondre aux besoins de nos enfants. Sauf que des fois, justement, avec l'allaitement, puis moi aussi, ça avait été un enjeu, je l'ai vécu. Fait que je comprends totalement là, ce que tu vis. Puis c'est ça qui expliquait les nombreux réveils nocturnes. Dans mon cas, là, ma fille se réveillait, puis là, elle était justement en posture de lead, de « je vais te dire comment répondre à mon besoin », finalement. Puis quand l'enfant est en posture de lead, qui décide de comment tu vas répondre à son besoin, ben c'est lui là, qui porte le chapeau de capitaine. Puis un capitaine de bateau, ça peut pas juste se mettre au repos en claquant des doigts. Quand tu es en posture de lead, tu es en posture en charge. Donc, tu es comme en hyper-vigilance. Puis ça, un petit système nerveux en hyper-vigilance, c'est pas un système nerveux qui est au repos, qui va être capable justement de juste sit back and enjoy the ride, puis se laisser porter. Puis, tu sais, puis ça peut justement avoir un impact sur, comme je te disais, les réveils nocturnes. Fait que ça, moi, comme je te dis, je l'ai vécu. J'étais écœurée, tu sais, de plus avoir d'avoir l'impression que mon corps était plus le mien là, c'était un bar à lait finalement. Puis il a fallu que je mette cette limite là pour me réapproprier. Puis tu sais, c'est important qu'on l'adresse là, que quand on met nos limites, c'est normal que ça génère des frustrations. C'est normal que l'enfant ça fasse pas son affaire, que là du jour au lendemain on lui dise ben non. Le lait, ça va être pour le dodo ou ça va être, tu sais, de mettre une limite. Moi, j'avais pas fait un sevrage, tu sais, sec, là. J'avais sevré dans la journée, tu sais, puis c'était vraiment avant la sieste puis après la sieste au réveil, tu sais, parce que moi, j'ai une petite cocotte qui se réveille souvent grumpy puis qu'elle a besoin d'un bon moment, là, pour reprendre ses esprits. Fait que ça l'aidait. Il peut y avoir un petit crescendo, décrescendo. Dans le sens où, tu sais, pas du jour au lendemain. Mettons, t'enlèves les petits moments inutiles, puis tu gardes les réveils, mettons, exactement, la sieste. Puis... Exactement. Puis, tu sais, ce qui va aider, justement, dans ça, ça va être de pas attendre que l'enfant demande le lait. C'est on va trumper ça. On va stepper in. On prend les devants, on met notre chapeau de capitaine, puis viens-t'en, mon amour, là, c'est le temps de boire du lait. Fait qu'on on va être dans l'offre plutôt que de juste répondre à sa demande. Fait qu'on on reprend en charge notre rôle de provider, là, de dispensatrice de soins, puis on va offrir plutôt que d'attendre qu'il nous le demande, t'sais. Fait qu'on répond aux besoins, on est encore, dans cette offre-là, puis si son besoin est déjà répondu, mais qui vient de toi, bien déjà là, il va être plus dans une posture de dépendance, c'est ça qu'on veut, là. Tu sais, on veut pas qu'il soit dans une posture de lead. Il est bien trop petit. C'est pas sa job, là, de décider de comment qu'on va répondre à ses besoins. Fait que ça, tu sais, c'est comme la première partie. Puis il y a une autre dimension qui est à adresser, autant, tu sais, pour toi, quand va venir le temps de justement mettre tes limites, puis de dire, ben non, là, mon amour, il n'y en a pas de lait. OK?
Le lait, il y en a juste le soir, dans le lit ou au dodo. Là, le lait, il est parti. Peu importe comment tu veux l'amener, là. Moi, j'avais même inventé une petite toune, là. Ça me reviendra, je vous la chanterai plus tard. Mais j'avais inventé une petite toune qui disait justement que le lait, il s'en va pendant la nuit, puis il va revenir le matin, quelque chose de même, là. Tu sais, c'était bien cute. Très curieux de la toune. Puis quand je l'avais chanté, la chanson, là, ma fille s'était mise à pleurer. Mais tu sais, un pleur de profonde tristesse, le genre de pas pleurer parce qu'elle veut le lait, mais elle pleurait parce qu'elle comprenait que là, elle aurait pas le lait. Puis ça, il faisait de la peine. Puis moi, avec justement, avec mes yeux de professionnel du développement, tu sais, puis de la maturité affective, j'étais yes, c'est ça qu'on veut. On veut que l'enfant pleure, ce qui peut pas changer. Tu te souviens dessus? Oui. À sexe oral, le carrefour giratoire. Oui. Bon. Bien, on veut qu'il prenne la sortie de la tristesse parce qu'il peut pas changer la situation. Tu sais, je vais le rappeler pour ceux qui l'ont pas entendu, mais quand ça, c'est le modèle du docteur Gordon Neufeld, OK? C'est son modèle du carrefour giratoire pour expliquer comment les humains, peu importe l'âge, on traverse les frustrations de manière adaptative. Fait que quand on rentre dans le carrefour de la frustration, là, la première sortie, c'est le changement. Quand il y a quelque chose qui fait pas notre affaire, notre premier réflexe, ça va être d'essayer de changer la situation. Puis, nous, notre job de parents, bien souvent, ça va être de mettre un barrage à la sortie du changement. Parce que si mettons, je dis à mon enfant que non, tu peux pas avoir un popsicle pour déjeuner, puis que là, elle se met à faire une crise, puis que j'y redonne tout de suite le popsicle pour déjeuner pour donc ben pas là qu'elle soit frustrée, ben j'ai fait prendre la sortie numéro 1, la sortie du changement. Puis ben elle est plus frustrée. Mais il y a plein de situations qui l'attendent dans la vie où elle pourra pas prendre la sortie du changement. Quand son chien va mourir, que ses grands-parents vont mourir, que ses amis voudront pas jouer avec elle, qu'elle pourra pas rentrer dans le programme d'études de son choix, qu'elle va faire fausse couche après fausse couche. Il y a plein d'affaires pas le fun qui l'attendent dans la vie. Fait que si je l'habitue toujours à prendre la sortie du changement, elle va être complètement au dépourvu quand elle va rencontrer un barrage à cette sortie-là plus tard. Fait que nous, notre job de parents, c'est justement, c'est pas de rendre nos enfants heureux. C'est de les accompagner dans toute la gamme d'émotions qu'un humain peut vivre. Fait que quand, justement, notre enfant vit une situation comme là, non, tu l'auras pas, le lait, mon amour, il y en a plus. Là, il y en a pas de lait. Ça va être tantôt dodo. Mais c'est sûr, ça fera pas son affaire. Il va rentrer dans le rond-point de la frustration big time. Mais toi, il faut que tu mettes le barrage à la sortie du changement. Puis, tu le guides vers la sortie numéro 2, qui est la sortie de la tristesse. Puis, on en parlait au podcast Sexe oral qu'il y a plein d'adultes, puis même des enfants qui ont un barrage à la sortie de la tristesse. Parce qu'ils se sont fait dire en grandissant « Arrête de pleurer. Ouais, alors pourquoi tu pleures pour ça? Hey, veux-tu m'en donner, moi, une bonne raison de pleurer? Ou va-t'en dans ta chambre. Là, tu reviendras quand tu auras fini de pleurer. Arrête de pleurer. Tu vas bien que tout le monde te regarde. Je suis tellement gênée. » Fait tu sais, il y a beaucoup d'adultes qui ont intériorisé que pleurer, c'est inadéquat, c'est faible, ça dérange, ça déçoit les gens qu'on aime, ça fait de nous des personnes faibles, inadéquates. Il y a personne qui veut ça. Il y a personne qui veut déranger, qui veut être inadéquat. Fait que ça va faire en sorte qu'on va s'empêcher bien souvent de vivre nos émotions puis de vivre notre tristesse. Puis si c'est ça qui arrive, on va passer tout droit à la sortie de la tristesse. Puis il va nous rester juste la 3e sortie disponible, qui est la sortie de l'agressivité. Puis, ben, c'est là que les gens vont tomber dans la pulsion d'attaque. Ils vont tomber soit dans une attaque dirigée vers l'autre, donc ils vont cibler, mettons, dans le cas d'une rupture, rien qu'une tout croche, puis qui vont faire du trouble pour rien dans la rupture, puis qui vont avoir du ressentiment envers l'autre, qui vont parler en mal de l'autre. Mais ça peut aussi être dirigé vers soi, tu sais, de dire « Ah, je suis rien qu'un temps de merde, puis ah non, je suis pas supposée dire le mot merde, mon ordre professionnel n'aimera pas ça. Je suis rien qu'un touch-note. Je suis rien qu'un touch-note, puis je mérite pas d'être aimée, puis que la personne va arrêter de s'occuper d'elle, puis va sombrer dans la dépression, puis tu sais, consommation, patati patata. Fait tu sais, comportement autodestructeur. Ça, c'est la sortie numéro 3, là. Fait que, on s'entend-tu que c'est pas ça? La sortie numéro 2, c'est pas ça qui est adaptatif. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qui développe la résilience. C'est pas ça qui fait que notre enfant va devenir un humain fort, capable d'affronter n'importe quelle épreuve. Ce qui va l'amener vers le fait d'être résilient. Ce qui va faire en sorte qu'il va être
fait fort, puis qui va être capable là, de surmonter n'importe quoi, que même s'il tombe, il va se relever, il va se retrousser les manches, puis il va continuer à vivre, ben c'est s'il est capable d'accéder à sa tristesse par rapport à ce qu'il peut pas changer. C'est ça la clé. C'est fou. On a culturellement bloqué la sortie 2. Oui, on est culturellement dans le champ en disant, tu sais, faut faire des petits offres, là. Fait qu'on va les endurcir. Mais tu sais, c'est ça, la résilience, c'est... Tu sais, mettons, si on pense en biomécanique, là, la résilience d'un matériau, c'est sa capacité à, mettons, encaisser un choc et à revenir à son état original. OK? Fait que quelque chose qui casse au moins de choc, c'est pas résilient. Quelque chose qui plie puis qui revient, ça, c'est résilient. Fait que c'est un peu ça avec les humains. On veut pas qu'ils soient endurcis. Quelque chose d'endurci, ça casse au moins de petits chocs. C'est dangereux. C'est ça. Fait que là, la tristesse, c'est la flexibilité, la résilience du matériau. La tristesse, c'est la clé pour nous amener à accepter ce qu'on peut pas changer dans la vie. C'est ça qui nous rend tough. Parce que c'est ça. Tu sais, je reviens à mon exemple de rupture. C'est celle-là que j'explique dans mon tome 2. Parce que si vous voulez relire là, le modèle du carrefour giratoire, je l'ai tout illustré. Ben, c'est pas moi qui l'illustre, là, mais il est tout expliqué dans mon tome 2, là, vraiment, vraiment très bien visuel. C'est un rond-point, ça, le carrefour giratoire. Quoi? C'est un rond-point. Un rond-point, oui, c'est ça, c'est un rond-point. Oui. Juste pour ce mot-là, tu sais, il est comme utilisé. Ouais, non, t'as raison. Le rond-point, c'est vraiment le mot qui est comme... Le plus populaire, je pense. Qui va rejoindre plus le monde. Ouais, le rond-point. Le rond-point de la frustration. Mais bref, je me souviens plus ce que je voulais dire. Tu l'expliques dans ton livre. Oui, la rupture. Ah oui, la rupture, c'est ça. Merci, Claude. Tu sais, culturellement, là, mettons quelqu'un... Puis là, je vais tomber vraiment dans les gros stéréotypes de genre, là. Mais je l'assume, tu sais, c'est juste pour faciliter. Parce qu'on sait que, tu sais, en ce moment, là, le portrait, là, mettons qu'on prend une photo de la société en ce moment, ce que les études nous démontrent, c'est que les femmes accèdent plus facilement à leur tristesse puis donc à leur résilience que les hommes. Parce que les hommes, ils ont été élevés justement plus à les endurcir. Puis c'est un peu ça qu'on dénonce avec la masculinité toxique. Puis dans l'exemple que je donne dans mon livre, c'est que... Mais non, mais je pense que t'es un homme, là. C'est toi le symbole masculin. Parce que là, je pense pas que t'es toxique, là. Mais... c'est porte-parole des hommes. C'est un homme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on constate généralement, mettons, quand il y a une rupture, tu sais, mettons, le classique, là, la fille, elle, ses amis vont débarquer avec la crème glacée, puis là, ils vont brailler, ils vont écouter Bridget Jones, puis, tu sais, la fille, elle va accéder à sa tristesse par rapport à ce qu'elle peut pas changer. Tu sais, elle va avoir l'espace pour pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben la tristesse. Elle va y traverser le corps, elle va sortir, merci, bonsoir, elle va se retrousser les manches, puis elle va continuer à vivre. Sauf que le gars, ce qu'on va voir plus souvent, c'est que là, les amis gars, ben ils vont débarquer, puis hey, pleure pas pour elle, c'est rien qu'une pas fine, puis tu sais, ils vont essayer de changer l'idée. Viens-t'en, on va aller au stripper, on va aller jouer au pool, on va aller écouter le hockey. Ils vont divertir le gars. Ce qui fait en sorte que, en voulant bien faire, ils vont l'empêcher d'accéder à la tristesse qu'il a besoin de vivre. Puis tu sais, même quand on dit pleure pas pour lui, c'est rien qu'un trou de cul, ben on se veut bienveillant, on veut aider la personne, mais en fait, on est en train d'y mettre un barrage. On y met des cônes jaunes orange devant la sortie de la tristesse. On y fait passer tout droit. Ça me semble très évident. Avec genre, c'est con, mais c'est tellement pas simple comme ça quand on le vit ou quand on voit quelqu'un le vivre. Mm-hmm. Mais quand on dit comme ça, c'est... Fait que, tu sais, c'est bien plus aidant, comme ami, mettons, là, ou comme, tu sais, comme quelqu'un qui veut aider l'autre, de dire « Ah, c'est pas ça que tu... » c'est pas ça que tu voulais. Tu sais, clairement, là, t'aurais aimé ça que ça marche avec cette personne-là. T'es déçu. Puis t'as le droit d'être... Hey, pleure, viens-t'en. Puis pleure tout ce que t'as à pleurer, je te comprends. C'est vraiment triste. C'est super poche. Ouais, c'est ça, c'est super poche. C'est pas ça que tu voulais. T'sais, même si c'était vraiment quelqu'un de méchant, là, l'autre personne, mais c'est pas ça que tu voulais. T'aurais voulu, toi, que ça marche. Puis qu'il soit un bon gars, qu'il soit le bon gars pour toi. T'aurais voulu... Tu sais, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Fait que mettons que je transpose ça, Claude. Oui. À quand Blaise, il veut maman pour le dodo. OK, allons-y.
Je sais que c'est pas le fun de voir notre petit bébé d'amour pleurer, là, OK? Mais c'est important que tu comprennes que Blaise, quand il pleure dans tes bras, il est pas en détresse. Il est à la meilleure place au monde pour vivre les grosses émotions qu'il est en train de vivre. Une émotion, c'est pas dangereux. C'est d'être tout seul dans une émotion qu'on comprend pas qui peut amener de la détresse. Oui, juste être là avec lui. Fait que là. quand il est dans tes bras, là, puis il veut maman, là, mais toi, c'est correct que tu mettes un barrage à cette sortie-là, puis tu veux maman, je le sais. OK, bonne maman pour t'endormir. Oh, tu l'aimes, maman. Moi aussi, je l'aime tellement, maman. Mais là, c'est papa qui s'occupe de toi. Ben, c'est vraiment le sein, là. Dans le sens où, tu sais, je pense que j'ai sortirais mon sein, ça puis peut être ça marcherait, aussi, tu sais, du nommer. C'est toi, tu veux le lait de maman. Papa Ben ou oui. maman, c'est vraiment le sein. Mais c'est ça, tu sais, c'est de mettre... Oui, là, il est frustré parce qu'il n'y a pas le sein. Il rentre dans le rond-point de la frustration. Fait que toi, ta job, justement, tu sais, ça serait pas la fin du monde que tu lui donnes toujours, mais là, on voit que c'est un enjeu. Vous voulez changer la situation, fait que... Est-ce que ce serait mieux... Parce que là, on le vit, je veux dire, on le vit à 3, dans le sens où, tu sais, mettons, en cours de dos, il se réveille dans la nuit, puis ça serait un peu rendu non à certains moments, ou il faut vraiment, tu sais, on en vraiment profite. plus difficile. Si maman est là, ça va être vraiment plus difficile. Parce qu'il Mais maman est là. Oui, mais tu sais, mettons, quand tu disais, elle peut pas s'en aller à Québec. Ah, pourquoi elle aller au Québec? Mais c'est sûr que ça va venir avec des larmes. C'est ça qu'il faut se dire. C'est sûr que quand on apporte un changement, ou que, tu sais, il y a quelque chose de pas le fun, ça va venir avec des larmes. Puis c'est souhaitable. Okay. On veut ça. C'est ça qui amène à l'acceptation. Je comprends le concept. Ma question, c'est, est-ce qu'on profite d'une nuit où maman est pas là et on commence? Ou on le fait occasionnellement quand elle est pas là? Oui, c'est ça. C'est mieux que tu commences quand, justement, elle n'est pas là. Okay? Fait que le lendemain, là, quand elle est rendue là, puis qu'on est en cours de dos, puis que là, le sein il est là. Là, c'est fini de tel moment à tel moment d'ennui. C'est quoi la... mettons le step 2, parce que je comprends le step 1 n'est pas là. Il va se réveiller, il va faire une crise le temps que ça durera. Je vais commencer à le bercer pour la première fois. Je sais pas, je vais inventer quelque chose d'autre. Exactement, c'est ça. Je peux me faire un plan d'invention de qu'est-ce que ça va être. Le lendemain, maman est là. Oui. Bien là, quand maman est là, tu sais, parce que c'est ça, on n'est pas obligé d'être super rigide, OK, dans la façon de faire. La manière dont on répond aux besoins, c'est quelque chose qui est relationnel. Elle va répondre à son besoin de réconfort avec le sein, si ça te convient. Tant que ça tente, puis tant que ça... C'est parce que c'est tellement facile. Tellement facile. Mais c'est effectivement vraiment demandant quand, justement, on fait que ça, là. Mais mettons que, tu l'essayes de cadrer un peu plus, de mettre des moments plus définis, puis que tu dis, j'aime ça de même, tu sais. C'est un bon moment, puis c'est à des moments que je décide, fait que ça me convient. Tu peux continuer à faire ça ad vitam aeternam, puis il va comprendre que avec maman, c'est comme ça. Puis avec papa, il va découvrir une autre façon qui est différente. Il faut la découvrir. Mais c'est ça. Exactement. Puis c'est ça aussi qui est un peu... Ça peut-être être un biberon? Ça pourrait être un biberon. Parce qu'il va dire non au début, mais je pense qu'il va préférer ça que rien. Mais ça pourrait, mais moi, en fait, là, je vous encourage à faire confiance que vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour réconforter votre enfant. Puis même que moi, j'encourage tous les parents du monde à d'abord prioriser que l'enfant trouve son réconfort au sein de votre relation et non au sein d'un objet. OK? Mm-hmm. On fait beaucoup ça, là, tu sais, utiliser des objets pour nous remplacer, là. Ouais. Mais là, je dis ça parce que j'ai un fils de 15 ans qui, à l'époque, je me réveille la nuit, biberon, berçage, tu sais, c'est une façon que j'avais. Puis c'est juste que là, notre enfant est quasiment plus à l'âge du biberon. Fait que, tu sais, lui faire commencer le biberon, là, ce serait un peu... ça serait pas... En fait, c'est pas nécessaire du tout. Ouais, puis ce serait pas nécessaire. Ouais. Fait que là... Tu te rajoutes quelque chose d'autre à sevrer tantôt. Fait que là, dans le fond, tu sais, il va y avoir un moment où... Là, je sais qu'il va se réveiller, il va se tourner où maman. Tu sais, je le vis juste quand elle est dans la douche, elle se prépare, ça fait 1 heure qu'il dort. Puis là, elle revient de la douche pour... Fait que là, je vais essayer des affaires. C'est ça, c'est de le prendre en charge. Puis vraiment d'avoir la... Ça, j'en parle dans mon tome 1, OK, de ça, là. Parce que
c'est merveilleux l'allaitement puis tout ça, tu sais. Mais c'est un couteau à double tranchant de toujours prendre bébé puis de le plugger au sein. C'est ça, là. Quand on est dans un couple avec une autre personne qui n'a pas de sein, là, tu sais, avec des mamelons inutiles comme les tiens, là, ça va rien. Il paraît qu'ils peuvent devenir, mais c'est très rare. C'est parce que dans le fond, tu sais, c'est ça, c'est que c'est tellement, c'est comme la solution facile. Fait qu'on se met à que faire ça. Puis en faisant ça, ben nous autres, les mamans, des fois, malgré nous, ben on prive bébé et papa de découvrir une autre manière. Tu sais, on empêche le papa d'essayer des affaires puis de découvrir sa propre façon de réconforter l'enfant, qui est tout aussi bonne, et juste différente. Puis tu sais, nos enfants, ça c'est dans mon tome 1, c'est quand je fais l'analogie de la vieille pantoufle. Comme tout le monde, nos enfants, ils préfèrent leur vieille pantoufle confortable qu'ils connaissent que la pantoufle neuve qui est super bonne, belle paire de pantoufles, mais c'est nouveau. Il faut la taper un peu pour qu'elle devienne, elle aussi confortable que la première. Fait que, tu sais, toi, t'es la neuve. T'es la nouvelle paire de pantoufles. Et ça coche, cette paire de pantoufles-là. Mais elle feel drôle pour lui encore, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'ai confectionné une nouvelle pantoufle déjà à l'époque. Puis là, je me demande juste si c'est pas un biberon puis se bercer. Ça peut être se bercer, mais... ouais, ça peut être se bercer. Ouais, ça peut très bien être se bercer. Parce que, tu sais, c'est ça, là, on est vraiment dans le pattern du... Je vais aller le promener en poussette, il va finir par s'endormir, tu sais, le shaky de la poussette, le shaky de l'auto, tu sais, Fait que c'est vraiment auto-poussette. On parle vraiment juste dodo, tu sais, réconforter bébé, je veux dire, il se fait mal, je le prends, j'ai l'impression que je suis... Dans toutes les autres sphères que le dodo, je me sens hyper réconfortant. Mais le dodo, le mystère du dodo, le sein, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est que il va accéder au repos éventuellement. Mais c'est juste qu'il faut que tu t'attendes, tu sais, que tu sois prêt à ça, qu'il va rentrer dans le rond-point de la frustration. Il va là, être vraiment frustré. Il va s'insurger parce qu'il n'y a pas le sein dans la bouche. Puis, ben toi, ta job, ça va être de l'accompagner dans cette grosse émotion-là. Puis, tu vas voir, tu sais, c'est extraordinaire le pouvoir des larmes, justement, parce que les larmes ont cette fonction-là au point de vue biologique. Dans les glandes lacrymales, envoient un message au cerveau pour dire « Hey, c'est correct. Relax, tu sais. » Oui, littéralement, ça envoie un message de « Hey, cancel, parce que on a deux modes là, de système nerveux là, tu sais, on a le système nerveux sympathique qui est activé en situation de stress ou justement quand nos enfants sont envahis d'une grosse, quand un enfant a une crise là, il y a une réaction physiologique de stress qui se déclenche dans son corps au même titre que s'il était devant un ours en pleine forêt. OK? Fait que là, à ce moment-là, l'enfant, il est programmé pour nous sauter dans la face ou pour nous fuir. Fait que c'est pour ça que bien souvent, quand l'enfant il est dans l'œil du cyclone de la crise, il veut rien savoir de nous autres. On est comme, oh mon amour, puis plein de compassion, puis on veut être dans l'approche bienveillante, puis l'accompagner dans sa crise, puis là, il nous repousse ou il se pousse en courant, puis c'est normal, ça. Mais quand, justement, il passe de la colère à la tristesse, en anglais, on dit « you have to move mad to sad », quand les pleurs de rage se transforment en pleurs de tristesse, c'est là que les glandes lacrymales envoient le message au cerveau pour dire cancelle le système nerveux sympathique, celui du stress, puis réactive le parasympathique qui est le système du rest and digest, qui est le système du repos. En ce moment, on est en parasympathique, on digère, on mémorise, on est concentré, on est capable, on pourrait faire un petit dodo. Bon, ben ça, c'est le système qu'on veut pour que nos enfants s'endorment. Fait qu'une bonne shot de pleurs avant de dormir, moi, je suis prêt. Ça va l'amener au repos de toute façon, tu sais. On interrompt ce podcast pour jouer un petit jeu avec nos partenaires officiels Sushi Taxi. On commence à bien les connaître après plusieurs épisodes à manger des sushis. Donc là, ils nous ont mis au défi de deviner qu'est-ce que deux sushis ont en commun. Claude et moi, on va goûter au même temps et on doit deviner quel est l'ingrédient les commun. Bandés. Nous sommes prêts. Bring the sushis. Oh, ça sent un peu le fumé. Saumon fumé. Clairement. Il y a de l'avocat aussi. Sur le dessus, on va goûter. Ça sent pas le saumon fumé, celui-là. Non, là, il y a de l'oignon, tu sais, l'oignon un peu frit, là. Ouais. Mais c'est clairement du saumon. La salade d'algues, pas l'algue qui entoure le sushi. Le point commun des deux sushis, ce serait donc le saumon. Allons-y. C'est le saumon.
Le premier s'appelait le Rocky Saumon Fumé et le deuxième, Sensei Saumon. Gros coup de cœur pour le premier. C'était... Ah, tu vois, moi, les deux étaient Oui. excellents, mais le deuxième, j'ai un petit crush. Tu nous en restes parce que je reprendrai le premier, puis lui, il prendra le deuxième. Pour toutes vos commandes chez Sushi Taxi, vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour un 15% de rabais. Bon podcast. Parce que là, à la garderie, ça serait un bon timing, dans le sens où à la garderie, il vit la sieste en... D'ailleurs, c'est ça, il y a un vibe. Là, quand les autres dorment à côté, ça semble plus facile. C'est sûr, ça l'est. Mais là, ils le mettent un peu dans le lit. Puis là, je pense qu'il y a eu des fois où il a pas comme fait... Ah, tu sais, il restait un peu là. Puis à un moment donné, il est comme... Là, tu me mets dans la poussette. Parce que lui, il associe beaucoup la poussette au dodo. Okay. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent même dans la poussette, dans la classe, tu sais. Ah, c'est cool. Je pourrais monter une poussette dans la chambre. Ben, juste, tu sais, parce que lui, c'est pas la chaise berçante. On pourrait essayer de faire le switch, là. Mais c'est la poussette, lui. C'est sa chaise berçante. Finalement, c'est son plan B. Ben, je veux juste, tu sais, quand même te dire que même si la chaise berçante, c'est complètement de l'inconnu, tu sais, pense aussi à toi... ton confort puis ton bien-être là-dedans. Parce que, tu sais, je vais faire le parallèle avec, tu sais, ma situation. Mon chum, quand il a steppé in puis qu'il a voulu, justement, m'aider avec le dodo pour plus que ça soit tout le temps moi qui allaite ma cocotte, c'était le ballon d'exercice, là, son jam à ma fille dans ce temps-là. Là. Tu sais, c'était quoi? De bouncer sur le ballon d'exercice avec la il y avait un ballon, il était assis dessus. Ouais, puis là, tu sais, ça marchait. Parce que là, moi, je disais non, moi, j'en fais pas, là, des boing-boing. Elle disait ça, là, elle était petite, elle disait, elle voulait faire des boing-boing. Puis je disais, mais non, moi, j'en fais pas, c'est papa. Fait que là, elle acceptait que ce soit papa qui l'endorme à shot de boing-boing. Mais il s'est déconcrissé le dos. Fait que là, tu sais, fait qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le choix, de toute façon, de passer à la chaise berçante. Ça a aidé à faire cette transition-là, à faire en sorte qu'elle accepte, qu'elle se dépose au sein de la relation avec papa. Mais à un moment donné, il a quand même fallu qu'ils disent, ben non, là, il y en a, tu sais, il a fallu qu'on l'enlève, le ballon. Ça aurait pu être la chaise berçante direct. Ben c'est ça, parce qu'on rentré, tu sais, on a fait une autre ride de rond-point de la frustration quand ça a été le temps d'amener la chaise berçante. Là. OK, chaise berçante. On essaye ça. C'est ça, c'est de partir du principe qu'il va en avoir des larmes. C'est souhaitable, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui va l'amener à l'acceptation. Il est pas en détresse. Les pleurs, c'est pas la souffrance, les pleurs, c'est la guérison. Dis-toi ça. Ça, je l'ai bien compris, je l'assimile. C'est bien que ce soit aussi clair et simple. Oui. Tu sais, pour ça et tout le reste des struggles de la vie. Ouais. Parce qu'on pourrait, tu sais, littéralement commencer ce soir, que comme à 7 heures, c'est toi qui montes le coucher, puis à 7 heures, toi, t'es en pleine forme pour l'endormir, tu sais. T'es pas fatigué, puis c'est pas un milieu de nuit que t'es comme... Ah! Mais toi, faut que tu te caches, faut pas que tu sois là. Ouais, faut vraiment pas que tu sois là. Ouais, puis là, il va se réveiller une demi-heure après. Cette shot-là, on fait quoi? Encore moi. Ben non, dans le sens que... Tu sais, moi, je peux t'aider à faire un petit bout de chemin quand même il associe plus le lait pendant la nuit, tu sais. Il se dit la nuit, il n'y a plus de lait. Puis tout à l'heure, c'était ça ma question, c'est juste, on embarque-tu dans le plus de lait la nuit? Mais moi, je vous encouragerais à faire quand même un changement à la fois. C'est ça. Mais un changement, c'est parce que, mettons, là, tu sais, concrètement, là, mettons qu'il se couche à 7h30, il s'endort au sein. Là, il s'endormirait à d'autres choses que le sein. Maman n'est pas là. Mais à 8h30, 9h, il se réveille. Il est en tabarnak. Si je suis pas là. Il va être en tabarnak. Ça peut être c'est ça, c'est un changement. Si on enlève un boire ou on enlève ben là, je pourrais step in, là, tu sais, peut-être, pour commencer. OK, ouais. Une fois sur deux. Pour vrai, là, ça, là... Il n'y a pas un protocole one size fits all. Non, je sais, mais c'est vraiment, là... On en jase. C'est vraiment selon ce que vous avez envie de faire puis ce que vous êtes prêt à faire aussi. Parce que, tu sais, c'est bien beau de se dire, OK, ouais, on coupe tout ça, là. Mais finalement, là, quand t'es fatigué, c'est ta bonne volonté, des fois, après le bord, puis comme, OK, la merde, je le plug au sein, là. Puis c'est juste plus simple. Fait que, tu sais, il faut aussi voir c'est quoi... toi, les ressources que tu as disponibles, parce que il faut s'attendre qu'il va falloir là, être le capitaine de bateau qui a besoin, puis prendre en charge, puis trouver une autre manière de le réconforter, parce que, tu sais, même si c'est toi qui tu sais, mettons, tu dis non, je te donne pas le sein, mais tu peux pas le laisser là avec rien. Il faut quand même que tu répondes à son besoin de réconfort d'une autre façon. Fait que, en plein milieu de la nuit, vas-tu être prête en ce moment? Je sais pas, moi, c'est pour ça, tu sais. Puis même, tu sais,
concrètement, en plein milieu de la nuit, on se réveille pas nécessairement non plus. C'est lui qui choisit. Il peut le faire sans qu'on s'en rende compte, littéralement. Fait que l'interdire est comme peut-être impossible en cododo. Ouais. Ben, dans le sens que, écoute, là, mon ventre, on a eu... en fait, notre bébé a eu des caries. Puis il s'est fait opérer. Oh, pauvre petit! Ouais. Des caries d'allaitement, que ça s'appelle. Le lait qui s'accumule sur les dents. Puis, mais il s'était pété les dents aussi. Ça a pas aidé. Dans le sens où il était... Ben, il est pas chanceux! Mais là, attends, je vais il s'était pété les dents. C'est parce qu'il est tombé tête première sur la base de lit, il s'est cassé une dent. Puis elle a comme viré un peu beige-brune. Puis c'était super inquiétant. Puis là, il y a une carie qui a comme pogné dans cette dent-là, puis la dent d'à côté. Bref, c'était la palette, puis l'autre à côté. Puis là, cette nuit-là, bref, le matin, il allait se faire opérer. Fait que, étant donné que c'est un bébé, il faut qu'il l'endorme. Mais oui. Puis pour se faire endormir, il faut qu'il soit à jeun. Donc, on l'a eu, cette affaire-là de il se réveille. J'étais comme, puis moi, là, au il début, il l'a pas le sein. Fait que là, j'étais en mode, Claude, faut que je m'en aille. Faut que je parte. Ouais. Là, je pouvais pas, tu sais. Puis finalement, ben, je restais proche, puis tout, mais c'était dire non. Puis pour dormir, puis qu'il n'y ait pas le sein, mais j'ai quasiment dormi avec une camisole de sécurité, puis un bodysuit qui fait qu'il peut pas avoir accès. Fait que c'est possible qu'il n'ait pas accès de lui-même, puis que je dois faire comme... faut juste pas que je dorme tout nu. C'est vrai? C'est ça qui s'est passé. Je me rappelais pas de ça. Fait qu'une camisole anti-allaitement. Blindé, là. Mais confortable, genre, pour dormir. Un t-shirt, là, tu sais. Mais il s'est rendormi, c'est quoi? Je me rappelle même plus ce qui s'est passé. Finalement, on a mis de la musique douce, il s'est jamais rendormi, on l'a mis dans la poussette, puis on est allé se promener de 6h du matin à 9h du matin. Tu vois, c'est ça qu'on vivrait. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je vous rassure, vous allez pas vivre ça pendant 3 semaines. Là. Ben, à 12 ans, il fera plus ça. Là, non, mais tu sais, l'enfant, ça fera pas son affaire, va pleurer, il va devoir s'adapter à une nouvelle façon de faire. Mais ils sont vraiment bien faits, là, nos petits poux. Oui, ils sont faits pour ça. Ils s'adaptent à n'importe quoi. Fait que, tu sais, surtout si vous êtes vous-même régulé, là, puis que vous êtes capable de réguler son petit système nerveux, ça va bien aller. Là. C'est pour ça que, tu sais, je parle de... Il n'y a pas de truc one size fits all. Puis c'est vraiment, tu sais, il faut se demander, nous, on est prêts à faire quoi? Dans quel état je suis, moi, là? Est-ce que je vais être capable, justement, de co-réguler mon enfant? Ou moi-même, je vais me déréguler, puis je vais dire, ah non, mon Dieu, là, je suis responsable de sa détresse, puis là, je suis la pire mère du monde, puis oh mon Dieu, il me regarde avec ses petits yeux. Puis, ça se peut, là, que tu sois là-dedans. Puis là, si tu sais que c'est ça, ben écris-toi une phrase d'ancrage, là. Inspire-toi, j'en ai plein dans mon livre. Tu sais, va trouver quelque chose là, pour te regrounder, pour te rappeler, non, OK, c'est l'âme, c'est pas de la souffrance. Il est en train de vivre une frustration. Il a besoin que ça sorte par ses larmes. Sa tristesse, elle va traverser son corps. Il est à la meilleure place dans mes bras pour vivre ça. Ou dans les bras de son papa. C'est que je veux pas que ça soit inconséquent, là, dans le sens où si on l'a empêché une fois, comme la fois de l'opération. Ouais. Bon, c'était vraiment intense. Puis finalement, on est allé se promener à 5h du matin. L'autre fois où ça va arriver, c'est mettons le premier de... C'est si le lendemain ou la fois du réveil d'après, tu sais, c'est comme s'il y a comme le choix en se disant, là, je vais faire une crise ou je vais l'avoir ou pas, ou tu sais. Mais c'est ça, tu sais, l'enfant, il va pas faire une crise pour obtenir quelque chose. Il va se retrouver en crise parce que l'affaire fait pas son affaire. C'est une nuance, OK? La crise n'est pas dirigée contre vous autres. C'est vraiment parce que là, il se passe de quoi qui fait pas son affaire. Il est envahi d'une émotion qui est too much par rapport à la capacité de son cerveau de gérer, puis ça sort tout croche. Bon. Puis, la constance est vraiment overrated en parentalité. Tu sais, si on élevait des robots, là, on pourrait se montrer constant tout le temps puis faire tout le temps la même affaire. Mais c'est pas ça. Nos enfants, ils ont des besoins qui fluctuent. Fait que ça se peut que par moment, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, avec ma cocotte, même quand j'ai dit non, c'est fini le lait la nuit, mais après ça, elle a pogné une gastro. Hey, go peanut, bois tant que tu veux la nuit, là. Tu sais, je réponds aux besoins, puis après ça, ben non, là, c'est fini. Le lait, il va partir cette nuit. Je l'avertis d'avance, cette nuit, il n'y en aura pas de lait. Tu sais, ça se peut que tu sois un petit peu déçu. Correct, on traverse ça. On est encore, c'est sûr, il y a 1 an et demi, là, fait que c'est sûr, il n'y a pas encore la compréhension, tu sais, de... Mais en même temps, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce qu'il va associer
une certaine chose à sa mère puis une autre chose à son père. Tu sais, moi, si je continue à l'endormir en l'allaitant puis que je coupe à ma façon, tu sais, moins, je sais pas, je vais trouver. Ouais, là, faut trouver, parce que c'est ça, ça semble pas évident. J'ai l'impression qu'il y a un an et demi, plus d'un an et demi, on a passé au travers tout l'aspect très, tu sais, bébé. Mm-hmm. Et là, on replongerait dans une nuit où je me réveille, je vais me promener, je dors plus, je fais plus mes nuits moi-même. Ben, c'est ça. Fait que le timing est bon, là. En fait, le timing est important. C'est pour ça que je voulais dire que bon, là. C'est important de se demander, là, c'est-tu le bon temps pour le faire? Vraiment, Est-ce que je suis disponible pour faire ça, là? Est-ce que je peux physiquement être le capitaine de bateau qui a besoin? Je pense que Claude aurait aimé que ce que tu nous dises aujourd'hui, c'est que c'était moi qui avais à changer quelque chose. À quoi? Que c'était à moi de changer quelque chose. Non, j'ai... toi d'essayer. Non, c'est que je suis en train de m'imaginer passer un long laps de temps où on fait plus de temps nos nuits. Parce que lui, il ne fait pas ses nuits. La seule raison pour qu'on a l'impression qu'il fait ses nuits puis qu'on fait nos nuits, c'est qu'il est à côté du sein. Mm-hmm. Mais là, il y a un aspect, si t'as pas accès au sein, ben là, on fait plus ça revient... Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ce qu'elle disait tantôt, c'était son affaire de capitaine. T'sais, si c'est moi qui choisis quand que j'y donne le sein, ben là, il va plus être le sein! Parce que c'est moi qui va décider quand je donne. Ah, fait qu'il pourrait avoir ce petit switch-là qui aiderait à la suite. Oui, c'est ça. En tout cas, dans mon cas, ça a été flagrant, là, le clash. Moi, c'était à 2 ans là, que le sevrage de nuit s'est fait parce que j'avais mal. Puis à un moment donné, là, j'étais juste pas capable d'y donner. J'étais pas capable parce que ça faisait trop mal. Fait que là, j'ai dit, ben non, je peux pas te le donner. Je suis pas capable. Puis, ben évidemment, là, grosse tempête émotionnelle. Puis, il a fallu attendre que ça passe. Puis là, ben ça va être ça. Ça va être ça à cette heure. Maintenant, il y en a pas de lait pendant la nuit. Puis j'ai guéri des mamelons, puis on a pu quand même continuer pendant longtemps. Parce que moi, j'ai vraiment aimé ça, allaiter. Moi, j'ai une belle histoire d'allaitement. Je trouvais ça cool, là, tu sais, tous les bienfaits que ça pouvait apporter. Puis surtout, là, quand elle a commencé la garderie à 2 ans et demi, là, avec go, là, les anticorps, je voulais y en donner, puis en tout cas. Fait que c'est pour ça, moi, personnellement, ça a été ça, mon histoire, puis que je voulais continuer. Mais pour pouvoir continuer, il fallait que je reprenne ma posture de lead dans la relation. Bon, fait que ça commencerait un peu là, si on veut. Ouais. Ben, je te renvoie pas la balle, j'essaie de comprendre le processus. T'as raison, c'est toi-même qui l'as dit. Il y a une affaire de capitaine là-dedans. Ah bah. Non, je suis là, moi. Je pense que c'est les deux. C'est pas parce que t'as déjà l'outfit de capitaine. J'ai vu sur ton Instagram. Non, tu sais, avec ton chapeau. Là, vraiment, non, c'est vraiment pas tard. Je suis capitaine d'armée. Oui, ben oui, aussi. Toi, c'est colonel. Oui, j'avoue. Absolument. Moi, je pense que... C'est un signe. C'est le poste. C'est capitaine. C'est ça, c'était capitaine. C'est ça. Ben, ouais, OK. C'est... Parce que notre bébé, il n'y a pas... Tu sais, tu parlais que les enfants, ils ont... Des fois, on leur donne une doudou pour les consoler ou ils ont quelque chose d'externe. Puis ça, c'était une des choses qui nous stressait un peu parce qu'à la garderie, tu sais, mettons, on l'envoyait, puis lui, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de suce, il n'y a pas de doudou, il n'y a pas rien. C'est seul réconfort un peu, c'est papa-maman ou les humains peut-être qui le retrouvent. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hey, moi, j'ai vécu le bébé doudou biberon, le doudou... C'est pas grave, là. Il y avait une doudou, genre, qui mordillait, puis c'était rendu un genre de... C'était une structure solide. C'était rendu un genre de... C'était plus un tissu. C'était un moton de fibre. Et puis s'il n'y avait pas sa doudou... Ouais, c'est ça. Puis s'il n'y avait pas sa doudou, là, tu sais, puis... Moi, j'ai vécu ça, là. Puis là, je vis ça. Puis bien, je veux pas faire paniquer les parents, là. Tu sais, les parents qui nous écoutent, ils disent « Mon enfant, il capote sur son toutou, puis il faut tout le temps qu'il l'amène partout. » C'est pas grave, hein. Nos enfants, c'est correct qu'il y a des objets de réconfort. Là où ça va devenir préoccupant, c'est quand l'objet de réconfort nous remplace. Si l'enfant a besoin de réconfort puis qu'il nous repousse et qu'il veut juste un objet, c'est là qu'on dit, ben là, non. Il est supposé trouver son réconfort au sein de ma relation, pas au sein d'un objet. Ça veut dire quoi, mettons? Ça veut dire qu'il faut qu'on step in. Il va falloir qu'on remplace cette doudou-là parce que, tu sais, dans le fond, la raison pour laquelle c'est préoccupant, je vais vous l'expliquer, c'est parce que dans le processus de maturation affective,
les enfants, pour être en mesure de développer la partie du cerveau qui va leur permettre éventuellement de s'auto-réguler, d'être capable, tu sais, de traverser les grosses émotions, tu sais, de gérer, là, entre gros guillemets, parce que j'aime pas ça l'expression gérer les émotions, là, mais ce qui va leur permettre de développer cette partie-là du cerveau, pour réussir à ça, en fait, il faut qu'ils soient en contact avec un autre système nerveux régulé d'adulte. Ce qui se passe là, quand on accompagne un enfant dans la crise, on le voit pas à l'œil nu. Mais il y a quelque chose qui se passe que maintenant, les neurosciences sont capables de mesurer. On savait pas ça avant. Là, on le sait. Que c'est carrément comme si on prêtait notre système nerveux régulé à l'enfant qui a son système nerveux, il est out of order en ce moment, là. Complètement dérégulé, plus de son, plus d'image. Puis là, il est pas capable là, de se réguler par lui-même. Fait que nous, de par notre calme, notre système nerveux va parler à son système nerveux, va y envoyer là, des ondes de calme, de sécurité. Sauf que, tu sais, si justement, moi, je suis dérégulée puis que je suis super alarmée, ben c'est pas des ondes de calme et de sécurité que j'envoie, c'est des ondes d'alarme. Fait que je vais déréguler l'enfant que j'ai devant moi. Okay? Fait que c'est pour ça, c'est ça le concept de co-régulation. Et c'est ça qui est nécessaire pour que l'enfant, justement, développe ses propres capacités. Un enfant peut pas, tu sais, trop souvent, là, dans les livres pour enfants qui traitent de la colère, puis là, je vais plugger le mien, là, mais les livres pour enfants qui traitent de la colère, on donne des stratégies à l'enfant pour gérer sa colère. On brûle des étapes en faisant ça, là. Il faut d'abord que l'enfant ait été co-régulé maintes fois. Il faut qu'il puisse se déposer au sein d'une relation sécurisante avec un adulte de confiance qui va juste y envoyer le message que, tu sais, qui va faire l'office d'ancre du bateau en pleine tempête, là, que c'est correct, mon pitou, t'as pas de fun, c'est difficile ce qui se passe, mais moi, ça me fait pas peur, les grosses émotions, on va traverser ça ensemble. C'est rien que ça qui a besoin, le tout petit. Pendant plusieurs années, là, c'est ça qu'il a besoin. Faut pas qu'on le remplisse de stratégies, là, ça sert à rien. Son cerveau, il est pas rendu là. Il faut au contraire qu'on développe ce cerveau-là, puis c'est justement à l'intérieur de la relation que ça se développe. Et c'est pas la suce qui va développer ça. La suce, ça co-régule pas. Les objets, c'est pas eux qui vont amener ça à l'enfant. Il y a vraiment quelque chose là, au niveau relationnel qui est nécessaire pour amener l'enfant à développer ses futures stratégies. Ça me semble évident. Encore une fois, dit comme ça. Sauf qu'on savait pas ça avant, puis c'est parce qu'on est dans une société qui capote sur l'autonomie puis l'indépendance. On pousse nos enfants vers l'autonomie puis l'indépendance. On veut qu'ils fassent tout seul, on veut qu'ils dorment tout seuls à 3 mois. Fait que là, on remplace notre intervention pour justement que l'enfant fasse les choses par lui-même. Mais c'est pas... On est dans le champ en faisant ça. Culturellement, il y avait un petit bug là, de ce que tu viens d'expliquer là. On dirait qu'on essaie de bypass. C'est très capitaliste. Capitaliste. C'est de justement créer un problème, de dire hey, non, il faut que ton enfant soit capable de faire les choses tout seul. Là. Fait achète cette bébelle-là là, qui va te remplacer, qui va faire en sorte, qui va régler le problème que nous autres, on a inventé. T'sais. Parce qu'on regarde dans les autres cultures... Ils n'en ont pas des chaises vibrantes puis des white noise. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. L'enfant se dépose au sein de la relation puis ils prennent juste pour acquis que les bébés, c'est demandant puis ça se réveille puis ça a besoin d'être accompagné puis c'est de même. Mais nous, justement, tu sais, la société capitaliste, souvent les 2 parents travaillent puis on est dans une société productive. Fait qu'on veut que les bébés dorment. Pourquoi qu'on veut que les bébés dorment? C'est au nom de la productivité. C'est pour qu'on soit en forme pour faire des affaires. Absolument. Fait que, tu sais, c'est à qui que ça sert, finalement, tout ça, là? Fait que, j'ai pas la réponse, là, tu sais, à tout ce problème-là. C'est vraiment un problème de société. On a avantage à revoir, finalement, avec la lunette de ce que la nature a prévu pour nous. La nature. On revient toujours à la nature. Mais non, mais c'est dénaturé, là, d'aller travailler vite, les deux, c'est sûr. Ouais. Faut qu'il y ait un petit... Tu sais, c'est ça, on tire sa plante pour qu'elle pousse plus vite, là. Le bébé, ben, on veut qu'il mature pour qu'on soit productif, pour qu'on puisse travailler 9 à 5, puis mais pourquoi au final, tu sais? En tout cas. Shout-out aux éducatrices de garderie. Ah, tabarouette, mais-en. À plusieurs étapes dans ma vie. D'ailleurs, la mère de Romain, mon premier fils, est éducatrice en garderie. Puis,
c'est ça. Je suis dans l'observation. À un moment donné, j'étais là, pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est quand même... c'est épouvantable. C'est la job la plus dure que j'ai faite. J'ai fait ça pendant mes études. Job la plus dure que j'ai faite. Mais c'est ça, c'est que c'est super demandant, super dur, super important, super tout. Genre, j'étais comme... Mais tellement pas valorisé, c'est mon cauchemar. Tu sais. Mais tu sais, moi, c'est... Mettons, je suis pas porté à ça pour plein de raisons. Mais, ouais, shout out à eux. Là, nous, ça va bien. Puis il y en a une que, tu sais, c'est comme sa référence... c'est elle là-bas, puis on est là. C'est une belle addiction. Oui. C'est fou. Oui. Aïe, OK. Parce que c'est drôle, on essayait de lui donner un petit quelque chose de rassurant de la maison pour une fois qu'il arrive à la garderie, qu'il aille ça. Fait qu'il ait son petit repère. Mais c'est correct. Ça marche un peu. C'est correct de faire ça. C'est correct. Mais tu sais, s'il n'y en a pas besoin, ça veut dire qu'il trouve son réconfort au sein de l'éducatrice. Clairement, c'est ça. Il y en a rien c'est ça qu'on veut. C'est le best. Fait que là, il est vraiment dans la bonne voie, là, c'est ça? Oui, parce que pour vrai, tu sais, puis là, je m'adresse aux éducatrices. Je m'adresse aux éducatrices quand on a un enfant qui est super attaché à un objet. Tu sais, moi, j'avais des cocos en suivi qui rentraient dans le local de garderie. Là, puis il pognait une petite auto. Là, puis là, il lâchait pas la petite auto. Puis là, il mangeait avec la petite auto. Il sortait dehors avec la petite auto. Il dormait avec la petite auto. Il lâchait pas. Bien, ça, c'est un indicateur de la profondeur de la relation avec l'éducatrice. Ça veut dire que c'est notre cue pour dire, oh, là, il faut que je prenne en charge un peu plus cet enfant-là. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Très intéressant. C'est fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme petit buzz à part ça avec notre bébé? Attends. Ben, il aime beaucoup les petites autos, là. Ça m'a fait un peu oui, capoter. Mais tu sais, il n'y a pas... ben, c'est correct. Mais c'est l'amour du... il aime les petites autos. Mais je pense pas que c'est son objet de réconfort ou de fuir. C'est juste une passion. Je pense que j'aimerais discuter avec toi du développement du langage. Parce que on a un petit pot très, très moteur depuis jour 1. Il est vraiment impressionnant. Là. Il est très habile aussi, motricité fine, tout ça. Ben, c'est ça. Puis il est moins langage, ça va moins vite. Puis là, on est dedans, dans le sens où là, il dit plein de nouveaux mots, il nous imite plus. Le chat, c'est un chat. Puis là, nous autres, on est émerveillés face aux nouveaux mots. Oui, mais est-ce que tu aurais, mettons, des suggestions par rapport à comment l'accompagner dans le développement de son langage? Le développement du langage, c'est pas mon expertise, mais invitez Julie Parent, orthophoniste, c'était écœurante. Vous allez tomber en amour avec elle. Elle est vraiment, vraiment hot. Puis, mais tu sais, dans le fond, là, pour n'importe quelle sphère développementale, on part du principe que le développement, c'est un processus qui se fait de l'inside out et non de l'outside in. Fait que ça sert à rien de le bourrer, puis de le surstimuler. Ce qu'on veut, c'est juste lui donner les conditions favorables, OK? Puis les conditions favorables pour, justement, l'émergence du développement du langage, c'est de parler avec l'enfant. Tu sais, juste prendre le bain là, avec l'enfant puis lui dire « Oh, tu verses l'eau, tu le mets dans... Il est vide. Oh, regarde, on va le remplir. Je mets beaucoup d'eau. » C'est ça, là, de parler. Julie Parent, elle a dit parler en HD, là. Un petit peu plus en haute définition, d'exagérer, de mettre l'emphase là, sur les concepts, justement. Puis ça, là, quand on fait ça, ben c'est de la stimulation de faire ça. Fait que t'as pas besoin de sortir des jeux éducatifs, des cartes langage, de vocabulaire. T'as pas besoin de faire ça. Là. Ça serait un petit peu de remplir de l'outside in. Ah ouais? OK? Moi, je suis là avec les cubes. Chat! Ah, ben c'est correct. Mais c'est dans le jeu. Tu y parles tout le temps. Tu sais, dans le fond, là, c'est en autant que ce soit à l'intérieur du jeu. Fait que oui, c'est correct que tu offres le modèle, que tu nommes, que tu les dises, les gens. C'est comme ça. Il faut qu'ils l'entendent, là. Des centaines de répétitions avant d'être capable de l'émettre à son tour. Fait que c'est correct que tu fasses ça, puis que tu le fais. Tu mets en HD. Le chat boit de l'eau. Fait qu'on en met, là. Tu sais, on beurre. On offre des modèles. On l'expose. On le fait baigner là-dedans. Puis, on fait confiance à la nature que ça va émerger de l'inside out à un moment donné quand il va être rendu là. Il va finir par parler. Comme tout le monde, il va parler. Oui, il va parler. Puis c'est ça, tu sais. Pour aller plus loin, pour vrai, vous en parlerez ou t'es la suivre sur Instagram. Julie Parent, elle donne vraiment des super bons tips. Puis elle dit, là, quand est-ce qu'il faut qu'on se préoccupe? Quand est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? C'est quoi les indicateurs là, à nous mettre la puce à l'oreille pour savoir que peut-être qu'il va falloir que j'aille consulter pour aller me chercher des stratégies d'intervention un petit peu plus pointues pour tel besoin, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, ça, c'est les orthophonistes, là, que c'est leur expertise. Ouais, c'est une bonne idée. J'aimerais ça.
Là, notre intégration à la garderie se passe très bien. On est chanceux. Ça a été difficile au début, mais à tous les jours, c'est de mieux en mieux. Est-ce que toi, mettons, quelqu'un t'approche? Parce que, OK, je voulais pas l'envoyer à la garderie. Ça a vraiment été long. Il a vraiment fallu que je sois... Tu sais, je me suis rendue à être prête, là. C'est le moment où il allait, là, c'était bien correct. Ouais. Je me retourne à peine. J'étais bon, ben bye, bonne journée. Mais... Prête puis capable. Ouais, mais tu sais, ça a été long. Puis il y avait beaucoup un discours autour de moi de non, ça va être bon pour lui. Tu sais, amène-le de bonne heure, il va apprendre à parler, il va être avec les amis. Puis ça m'insultait un peu comme si je donnais pas. Mais c'est ça, c'est une fausse croyance. OK? Dans le fond, là, ce que les études démontrent, c'est qu'il n'y a pas de différence significative. Mais ça, c'est pour les enfants qui sont justement dans une famille avec un statut socio-économique moyen à élevé. OK? Ceux-là, il n'y a pas de différence significative si l'enfant reste à la maison ou s'il fréquente un milieu de garde éducatif. Mais pour les enfants qui sont issus d'un milieu défavorisé, là, c'est un petit peu mieux qu'il y ait à la garde, dans un milieu de garde éducatif, là, avec un programme éducatif puis des éducatrices formées. Là, c'est mieux ça que de rester dans l'environnement familial qui est défavorisé. Fait que c'est pas... c'est pour tu sais, dans votre cas, mettons, là, qui était une maman stimulante, présente, connectée, investie, il aurait pu rester toute la vie à la maison puis ça aurait été pas correct. Je suis quand même curieux de ce qu'on dit qui est différent. Mettons, ça serait quoi la différence? Qu'est-ce qui marque la différence entre le milieu défavorisé, entre guillemets, puis le... Bien, c'est souvent que dans les familles défavorisées, ça va être des milieux qui sont insécurisants, tu sais, qui parce que, insécurisant parce que, mettons, au niveau de la sécurité affective, au niveau de la sécurité physique même, tu sais, au niveau de la précarité financière, si la maman, elle sait pas si elle est capable de nourrir ses enfants, là, elle est clairement alarmée. Fait qu'elle alarme inconsciemment son enfant. Puis ça serait dans un contexte de, mettons, alarmant pour X raisons. Alarmant, tu sais, c'est parce que souvent aussi, dans les milieux qui ont des statuts socio-économiques plus faibles, ce qu'on constate, c'est que le niveau d'éducation aussi est plus faible. Fait qu'il y a moins de connaissances par rapport au développement de l'enfant. Fait que des fois, il y a moins de stimulation, où les pratiques éducatives sont moins adéquates. Okay. Fait que la qualité de la réponse aux besoins va être meilleure avec des éducatrices formées, qualifiées, qui suivent un programme éducatif, qui a des bonnes collations, des repas chauds, tu sais, ça va être plus sécurisant. Il y aurait une pour corrélation entre ça, mettons, puis la qualité potentielle. Mais c'est pas toujours ça. Bien, c'est que dans le fond, si l'enfant évolue dans un milieu qui est très adéquat à la maison... C'est ça, c'est adéquat à la maison ou moins, mettons. Ouais. Fait qu'il n'y aurait pas de différence. Mais on voit des changements là, depuis qu'il est à la garderie au niveau... il nous sort des petites attitudes. Il est curieux, des fois, il est éveillé. Il nous a faké une genre de tristesse l'autre fois. Ouais, limite un tapage du pied. J'étais, voyons, ça sort d'où, ça, Chris? Ouais, à un moment donné, on est dans la cuisine, puis il est comme, venez jouer avec moi, mais d'une façon, là, je te dis, ça, c'est la garde. Tu sais, mettre le doigt sur ça. Il y a aussi le 2 ans qui s'en vient, là. Il y a ça, là. Oui, mais ça, c'était la faute de la garderie. Non, c'est comme un running gag. Voyons, toi, depuis que t'es à la garderie, t'as changé. Il fait comme les grands, là. Ouais, T'es plus même. De voir, mettons, des enfants de son âge, ça n'a pas de réel impact sur son développement à lui? Bien, en fait, encore une fois, tu sais, c'est important que nos enfants socialisent. Mm-hmm. Sauf qu'on confond la socialisation avec le fait d'être exposé à des amis du même âge. Ouais. La socialisation, tu sais, aller à l'épicerie, interagir avec la caissière, aller voir la grand-mère, aller voir les cousins, aller au parc. C'est de la socialisation. Fait qu'un enfant qui va pas à la garderie est quand même socialisé. Puis même que ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est que la socialisation avec d'autres personnes d'âge différents, c'est plus puissant ça que d'être exposé avec d'autres enfants du même âge. Je te file, c'est juste que nous, je pense qu'il manquait absolument de chiller avec du monde de son âge. Fait que c'est comme important aussi. Peut-être que ça répond à un besoin, fait qu'il y a du fun, tu sais. Puis c'est cool ça, aussi, là. C'est plein de nouveaux jouets, puis il y a des activités, des chansons, des affaires que nous, on fait pas nécessairement, là. Tu sais, on ne sort pas à peinture à tous les jours, puis... Mais eux autres, oui. Eux autres, ils font des activités comme ça, auxquelles ils seraient pas nécessairement exposés à la maison. Fait que c'est le fun, des grosses activités, le fun. C'est comme... là, c'était... Il courait dans des genres de... Ils appellent ça comment? Le genre de gym?
Le gym. Des petits parcours Tu sais, moteurs. c'est le fun, là. ça. On fait pas ça chez nous. Ouais. OK. Fait que ça pourrait pas être pire pour lui, mettons, de la garderie que de rester à la maison. Pire. Genre, ce serait pas mieux que je le garde à la maison, là. Moi, j'ai pas l'impression. Là, on s'écoute, là. Attends, Moi, j'ai mais elle l'impression- a pas l'air sûre. C'est elle qu'on... Oui, je sais, Non, mais... c'est juste que... Puis c'est parce que je veux tellement pas alarmer les gens puis stresser les gens. Puis, tu sais, je sais que les mères, ils ont la culpabilité facile. Puis on se sent déjà tellement coupable d'envoyer nos enfants à la garderie que si on entend une professionnelle dire que, bien évidemment, que la meilleure place... Oh non. Tu sais, c'est Ben, le moins sûr que possible, c'est top garderie. d'entendre ça. Ben oui, tout de suite. Ah, non, tu sais. non. Mais encore une fois, qu'est-ce que la nature a prévu pour nos enfants? Est-ce que la nature a prévu... Tu sais, mettons, tu regardes les girafes, là. La girafe, est-ce qu'elle fait garder ses bébés par des pingouins? Mais non, tu sais... Ouais, mais elle vit en communauté. On vit plus en communauté. Ben c'est ça, exactement, Claude. Moi, je prône la communauté toujours. C'est juste que... Puis je te l'ai écrit, les ans, dans DM, l'autre fois. T'avais posté une story, je me souviens pas, Ah là, oui, c'est vrai. de ton coco qui faisait des câlins avec d'autres personnes que je connais pas, là, mais je t'avais dit... C'est tellement beau de voir le village d'attachement que vous offrez à cet enfant-là. Puis c'est ça qui nous manque. Avant, là, quand on vivait en communauté, tu sais, là, en ce moment, Lisande, toi puis moi, là, on serait en train de tresser des petits paniers, là, puis de faire nos affaires. Nos enfants, ils joueraient en périphérie C'est ça, la ensemble. garderie. Puis la vie serait belle. On jaserait entre adultes. On serait relax, puis nos enfants, ils se géreraient. Puis il y aurait toujours quelqu'un pour réconforter nos enfants. Si moi, je m'en vais faire une petite sieste parce que je file pas bien puis que je suis à l'écoute de mon corps, chose qu'on fait plus, ben il y aurait d'autres mamans, d'autres cousines, d'autres, tu sais, pour prendre le relais. Puis l'enfant, il irait trouver son réconfort au sein de ces relations-là parce que ça serait son village d'attachement. Mais on n'a plus ça. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser les garderies. Mais c'est ça, c'est ça. pour ça que la nature a prévu. C'est ça, C'est ça on est moi, vraiment j'aimerais pas dans tellement la ça qu'on nature. revienne à ça, tu sais, qu'on se retrouve. Mais c'est utopique dans notre société à nous, là. Tu sais, on habite tellement loin, bien souvent de nos familles. Puis, ben, c'est comme toi, ce que je trouve cool, c'est que tu t'es créé une nouvelle famille, même si ta famille est en Gaspésie. Tes amis, c'est devenu ton village d'attachement. C'est devenu eux que t'offres à tes enfants. Puis ça fait en sorte que quand tu le fais garder, tu pars la tête tranquille parce que c'est des personnes connues qui font partie du village d'attachement. Ce qui me dérange avec le concept des CPE puis des garderies en installation, c'est qu'on les expose à des ruptures de liens à chaque année. Ils changent des éducatrices tout le temps. Il y a du roulement de personnel parce que, justement, c'est un métier qui est pas valorisé. Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils sont pas payés à la hauteur de leurs compétences puis de leur importance. Fait que, tu sais, c'est tout un problème. C'est macro-systémique, là, le problème. Fait que, tu sais, c'est pas les mères, sentez-vous capables d'aller envoyer vos enfants en garderie. C'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est juste que moi, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à comment faire en sorte, justement, que le milieu de garde devienne fasse partie du village d'attachement. Mais d'avoir des remplaçantes tout le temps, c'est pas ça qui va aider, là. Tu sais, vraiment pas. C'est fou. Puis au contraire, justement, le fait qu'il y ait des ruptures de lien tout le temps, ça dirige l'enfant à faire du réattachement défensif qu'on appelle, donc d'aller s'attacher à un objet. Ou finalement d'avoir une orientation, un attachement orienté vers les pairs, PAIRS, qu'ils vont s'attacher plus aux amis qu'à l'adulte en charge parce que ça change tout le temps. Mais c'est pas l'ami qui peut l'amener justement à maturer au niveau affectif. Puis c'est pas l'ami qui va sécuriser. Un petit enfant de 3 ans n'a pas le pouvoir d'être sécurisant puis d'accompagner un enfant dans ses émotions. T'sais, fait que ça, c'est un enjeu de société problématique en ce moment là. Complètement. Ouais. La communauté. Ah, c'est ça. Mais C'est ça qui nous manque. On c'est est vraiment plus dans ça. ce setup-là. Puis, ben, nous-mêmes, je veux dire, je parle de la société, mais nous, tu sais, on avait une grosse maison, des voisins proches, tout ça. Puis là, on est un petit peu rendu dans une petite maison à Montréal, puis pas de famille ni amis proches. Ouais. On s'est éloigné de cette façon-là, de cette vision-là, puis tout le monde s'éloigne d'eux en général. Là. On n'achète pas des grosses maisons pour en habiter 2-3 familles dedans. C'est pas ça qu'on fait. Puis moi, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Puis après ça, là, vu que j'ai une toque, ils disent « Ouais, ce gars-là, il veut créer une secte parce qu'il veut juste vivre un peu plus en communauté. » Puis c'est sûr qu'il est malsain, il doit être toxique.
Mais tu sais, je vous filme parce que moi, justement, j'ai déménagé en octobre passé dans les Laurentides. J'ai pas de réseau, puis je le sens, ce manque-là. J'en veux des amis maman, là, je crave ça. J'ai besoin de m'effoirer puis de jaser avec une autre adulte qui comprend la réalité pendant que nos enfants jouent en périphérie, puis que, tu sais, on est tous ensemble, tu sais, tout le monde est en sécurité, mais que je suis pas obligée d'entertainer mon enfant. Parce que c'est ça, quand t'es isolé puis t'es tout seul avec ton bébé ou ton enfant en bas âge, ben tu te retrouves à être pas mal l'animatrice de camp de jour. Puis, ben c'est drainant, là. C'est vraiment épuisant. C'est pas naturel. Ça. Plus tu t'éloignes de ce modèle-là, plus ça chie. Ouais. Pour tout le puis là, monde. on le voit, les mères sont à bout, sont écœurées, puis ils disent, voyons, c'est quoi mon problème? J'aime pas ça. Moi, je joue aux petits autos, je suis une mauvaise mère. Ben non, t'es pas une mauvaise mère. T'es une adulte. Ça, c'est normal que t'aies pas envie nécessairement de faire des jeux d'enfants 24 heures sur 24, là. T'es une adulte. C'est normal que t'aies envie par moment d'avoir. Moi, j'adore là, passer du temps avec mon enfant, puis j'adore être sa maman, j'adore jouer avec elle. J'ai pris mon été off juste pour jouer avec elle. Mais tabarouette que j'ai trouvé ça plus exigeant ça que de travailler. Je trouve ça plus... je run une business, là, à moi tout seul. Je trouve ça plus difficile être maman à temps plein en vacances que de runner une business, tu sais. Fait que ça Les parle, vacances. là. Ça parle. C'est ça, c'était des vacances, là, tu sais, parce que, ouais. Tu sais, quand tu pars en vacances, là, puis t'en reviens genre... Puis ton moment de... C'est quand tu travailles. Oui, c'est ça. Le vendredi, mon chum a un congé, puis je travaillais les vendredis, là. Fait que... Ah, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. C'est fou. Quand tu ouvres un courriel, là, le courriel, il s'ouvre. Il fait ce que tu lui demandes. Ton enfant, il fait pas nécessairement ce que tu lui demandes à la seconde. Tu sais, c'est tout à ça. Quand tu travailles, tu fais une chose à la fois. Quand tu es en vacances, entre très gros guillemets, avec ton enfant, mais tu fais une brassée de lavage en même temps que tu prépares ton épicerie, puis tu fais 1000 affaires en même temps, finalement. Là, si tu es à l'extérieur, prévoir tout ce qui est déplacement, valises et compagnie, regarde. C'est vraiment pas des... Ouais, c'est pas reposant. C'est ça. Tu penses quoi des gens qui disent « Ah, je ferais un deuxième bébé pour divertir mon premier, mettons. » Oh, faites pas ça! Faites pas ça! Faites pas c'est ça! la seule si raison c'est ça la raison, qui est pelée? Non, parce que là, tu vas en avoir deux d'iPad. Non, c'est ça. Non, mais tu sais que... pour vrai, je l'ai formulé... C'est une blague. Mais tu sais, justement, tu sais, que là, il y a un nouveau bébé, que là, éventuellement, ils peuvent jouer ensemble, puis que t'as plus le rôle d'entertain. Tu penses quoi de... C'est parce que, tu sais, ça, c'est la vision, c'est... Papillon et pouliche. Oui, parce que ce qui se passe, là, dans les faits, c'est que c'est deux petits Cro-Magnons, là. Tu sais, c'est deux petits humains, là, avec des cerveaux super immatures. Ça chie, là. C'est pas long, là, que ça se tire les cheveux, que ça se garoche des affaires. Il y a de la chicane. Faut tout le temps que t'interviennes quand t'as des enfants en bas âge, là. Tu sais, faut que tu fasses le médiateur, faut que tu fasses le coach pour les aider à développer leurs habiletés sociales, leurs habiletés à cohabiter, à apprendre à partager. C'est pas facile, ça, là. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, puis là, c'est parce que les enfants, ben, ils vont être rivaux par rapport à votre amour, votre affection, votre disponibilité. C'est ça qui arrive aussi, là, tu sais. Mais on s'approche un peu plus de la communauté. Oui, bien sûr. Il y en a plus, on est dans une communauté. Oui. Ah, puis à un moment donné, c'est qu'on voit, là, justement, que le plus grand, il se met à prendre soin du plus jeune. Puis là, tu te dis, ça existe, oui, c'est ça. La magie est en train d'opérer, là. C'est magnifique. Ouais. C'est quoi les bonnes... Y a-t-il des bonnes raisons d'avoir un enfant? Mais quand t'as le goût, quand tu le fais parce que tu sais que tu vas avoir du fun, tu t'aimes ça, t'as le goût, tu sais... Moi, la raison pour laquelle je fais pas un deuxième enfant, c'est parce que je sais que j'aurais pas de plaisir à avoir un deuxième. Ma fille est très, 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 très demandante. Là. C'est une enfant hautement sensible, hautement réactive. Elle a besoin de proximité dans le tapis. Fait que je sais que, tu sais, des fois, elle me dit, maman, je voudrais qu'on ait pas de chien. Là. Elle est jalouse de la présence du chien. Fait qu'imagine si j'avais un bébé collé au sein en train de l'allaiter, puis que je me disais, je m'excuse, ma chérie, je peux pas m'occuper de toi. Faut que je m'occupe du bébé. Mais tu penses pas que ça viendrait casser ça un peu? Ça viendrait pas casser ça. Non. Ça pop en comportement, dans le fond. Tu sais, l'insécurité, là, chez nos enfants, ça pop en comportement. Fait qu'elle elle tomberait probablement dans des comportements de recherche d'attention négative. Elle deviendrait désagréable. Elle pleurerait pas. Puis, elle réglerait pas ça. Mon travail, ce serait de la guider vers sa tristesse. Ça serait ça, la clé. Un autre bébé pleure. Ça serait exactement ça. Ça serait la clé que ma fille pleure, ce qu'elle peut pas changer. Ouais. Mais... puis tu sais, je dis peut-être me tomber enceinte sans faire exprès, puis que ça va arriver, puis que... Mais
si je tombe enceinte, là, puis que je vous annonce ça à un moment donné, vous saurez que c'était pas ma décision On parce sait où que t'étais. moi, je trouve ça le fun en ce moment. On a un bel équilibre, puis j'ai du fun. Puis je sais qu'un nouveau bébé, ça viendrait briser cet équilibre-là. Puis je pense que ça prendrait un moment d'adaptation avant que je retrouve mon plaisir là-dedans. Là. Ouais. Puis moi, en tout cas, j'ai l'impression que autant on l'a pas réfléchi, cet enfant-là qu'on a eu, mais j'ai l'impression qu'il faut pas trop réfléchir. Ça, c'est mon feeling. Là, c'est que si tu y penses, tu fais rien. Mais c'est ça. Moi, j'arrête pas de dire la parentalité, ça se passe pas là dans la tête. Ça C'est se passe dans le cœur. C'est là, ça. Mais c'est quelque chose qu'on vit. Comme tu bien sais. des affaires dans la vie, tu sais. Ouais. Si tu y penses trop, tu feras pas les moves les plus importants de ta vie au final, tu sais. Fait que, moi, c'est ça. On est vraiment en mode pas trop penser. Il arrivera ce qui arrivera, puis vous allez le vivre, puis vous me réinviterez pour l'adaptation au bébé numéro 2, si bébé numéro 2 oui, il y a. c'est ça. Tu sais, c'est ça. Parce qu'on n'est pas... On en reparlera, si c'est ça. On en veut des trucs, on en veut Puis des peut-être ça va aller cues. super bien, tu sais. Peut-être que, justement, vous avez un... Parce qu'il y a un concept que j'adore, OK, quand on parle de tempérament de l'enfant, là, puis dans la littérature scientifique, on parle de l'enfant orchidée puis de l'enfant pissenlit. Tu sais, l'enfant pissenlit, c'est l'enfant qui s'adapte à n'importe quoi. Tu sais, un pissenlit, ça pousse en rocaille, il n'y en a pas de problème. Puis l'enfant orchidée, tu sais, une orchidée, là, faut que tu ailles le pouce vert. Faut que tu comprennes c'est quoi que ça a besoin, une orchidée. Puis si tu comprends pas, tu sais, si tu donnes à une orchidée ce qu'un pissenlit aurait besoin, il fleurira pas fort, ton C'est les orchidée. opposés, là. Le concept des... Oui, ben c'est que ça illustre l'enfant hautement sensible. Tu sais, l'enfant a besoin plus intense. Puis moi, j'en ai une orchidée, tu sais. Mais peut-être que si j'avais un deuxième bébé, ça serait un pissenlit, puis ça serait super facile. Ou peut-être que, tu sais, vous autres, vous avez un petit bébé pissenlit, puis qu'il n'y en aura pas de problème, là. Tu sais, il va s'adapter à un claquement de doigts, il va pleurer beaucoup, là, puis l'affaire va être ketchup. Peut-être ça va être ça, là. Toi, elle serait 100% orchidée ou il y a un petit 20%? Orchidée. 100%. 100%. Elle est sortie de mon ventre, puis tout de suite, il fallait qu'elle soit collée sur moi. Tu sais, là, je me souviens, dans les cours prénataux, ils disaient, là, profitez-en pour dormir à l'hôpital, là, parce qu'au début, le bébé, il fait juste dormir. Il fait dors, fait que dors toi aussi. Mais moi, elle dormait, mais si elle était collée sur moi, si on la plaçait dans le petit Moïse à côté, elle devenait mauve. Ne dormirait pas, c'est mauve, là, tu sais. Fait que, il fallait que, tu sais, il me la rappait avec des couvertes d'hôpital. Puis à un moment donné, je me souviens, il y avait une infirmière tellement gentille, blonde avec des tresses, je vais toujours m'en souvenir, que c'était en plein milieu de la nuit. Puis moi, ça faisait comme 48 heures là, que j'avais pas dormi, là, post-accouchement. Puis elle dit, ben là, madame, maman, il va falloir que vous dormiez. Oui, mais je peux pas la déposer. Puis elle dit, correct, je vais la bercer, moi. Puis elle l'avait bercée pendant que j'avais pu dormir. Puis mon Dieu, c'était une ange, cette personne-là. Puis, mais moi, j'avais juste hâte, là, tu sais, d'arriver chez nous. Puis d'être. Finalement, tu sais, moi, j'ai pas choisi le cododo. Le cododo m'a choisi, là. C'était une question de survie, rendu là. J'aurais pas pu faire autrement, là. Wow. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, là, tu sais, quand ma fille est. Plus en surcharge, parce que tu sais, c'est ça, un enfant orchidé, un enfant hautement sensible, c'est des enfants qui sont plus sensibles aux stimulations sensorielles, mais émotionnelles, ils vivent toutes fois 1000, là. Fait que tu sais, quand elle va, ma fille, elle va plus à la garderie, on a perdu notre place quand on a déménagé. Elle a quel âge, là, mais là, c'est? elle va au club nature, aventure des Laurentides, une fois par semaine. Elle a comme 4 ans. Elle a 4 ans et demi. Okay, Ouais, aujourd'hui, c'est son 4 ans et demi. Puis, fait que c'est ça, elle a commencé le club nature. Fait que les mardis, elle va là. Et le soir, là, elle a besoin. Tu sais, je le sens, là, elle est en surcharge. Elle s'est forcée pour être gentille toute la journée, pour répondre aux exigences, pour être une bonne petite fille. Tu sais, c'est demandant, quoi, habiter avec du monde. Mais au moins, c'est dans la forêt. Fait que c'est ça, la forêt, c'est très bon pour réguler le système nerveux, là. Contrairement à un groupe de garderie, y en a-tu de la stimulation picorée dans un groupe de garderie, c'est épouvantable, là, tu sais, toutes les stimulés. Fait que ça, je me souviens, quand elle allait au CPE, elle était en méga surcharge. Fait que la nuit, là, elle était collée sur moi, même si elle était grande, là. Elle avait besoin de proximité dans le tapis parce que ça éveillait son alarme, elle était en surcharge, puis elle avait besoin, tu sais, de sécuriser. Fait que les enfants hautement sensibles, faut comme qu'on ajuste nos attentes. C'est leur tempérament. On peut pas changer ça. Ils ont le besoin de tempérament, de proximité dans le tapis. Là. C'est vraiment un bon cue, ça. Tu vois, l'orchidée pissenlit, là, j'avais jamais figuré ça comme ça. Là, je dirais qu'il est pas mal pissenlit, là. En ce temps-ci, hein? Ça Ben, peut-tu c'est pas ce changer? temps-ci, je pense que t'es ce que t'es. Moi, là, je le connais pas, votre coco. Puis ça se peut très bien hein, qu'il soit pissenlit, mais ça m'aurait pas étonné qu'il soit orchidée.
parce qu'il y a eu un départ rough en lui. Tu sais, Ça là, aurait pu l'hospitalisation à sa Ouais, ouais. naissance, tout ça. Et puis là, ça peut modifier l'architecture du cerveau, ça. Parce que c'est un trauma, là, tu sais, d'avoir des interventions intrusives comme ça quand tu comprends rien de la vie. Puis, tu sais, les séparations, de se séparer du parent. La séparation, c'est la plus grosse blessure affective de l'humain, là. Fait que, tu sais, un petit bébé, là, qu'on se sépare de ses parents, là, ça start rough, là. Mais tu sais, pas le choix. Deep, là, tu sais. dans le subconscient, probablement. C'est- là, c'est- tu sais, oui, c'est ça, Complètement c'est ça. inconscient les premiers jours, tout Ouais, ça. fait que des fois, ça a un impact après sur le Ça tempérament peut faire des de parents l'enfant. qui pensent aussi qu'ils ont un enfant orchidée, là, puis qu'il n'y a Ouais. pas tant que ça dans le fond. Ben, ça peut faire des parents qui sont plus en hypervigilance. Ouais. Mais clairement, on a... tu sais, Ben, parce que c'est un trauma pour vous autres aussi, là, Ouais, non, d'avoir absolument. d'avoir subi ça, c'est un trauma pour vous autres aussi, clairement, là. Fait que Elle s'est battue, là, tu sais, pour... parce que là, ça casse le genre de timing d'allaitement, tout ça, puis tu sais, elle tirait son lait, puis elle attendait le moment, puis là, elle l'a pris la première fois, puis tu sais... En fait, on a surmonté ça de façon magique, là. C'était super. Mais clairement, on a probablement eu peur que ce soit une orchidée. Ouais. Puis finalement, je le vois aller aujourd'hui, puis je suis comme... C'est quand même un genre de rough, Mais là. tu sais, c'est Je veux sûr dire, il que- survit à des affaires que nous autres, on s'inquiète, puis finalement, lui, mais c'est quand vous même êtes- facile pour lui. Votre style C'est de vrai. parenting, justement, le fait que tu fasses du cododo, là, tu sais, ça, là, c'est une intervention tellement puissante pour calmer leur petit système nerveux, là. Tu sais, moi, je le sens, là, quand ma fille est tellement en surcharge, puis qu'elle s'endort. Ça dit, je peux-tu dormir dans ton bras? Ça veut dire qu'elle se, tu sais, elle se couche dans le creux de mon bras, là, puis là, c'est comme si je le sens, là, qu'elle se dépose, puis son système nerveux tu sais, tout son corps se relâche parce qu'elle sait qu'il n'y a rien qui peut y arriver, là, dans le creux de mon bras. Puis je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, de pouvoir leur donner l'occasion, justement, de mettre leur système nerveux à off, là. C'est tellement... Tu sais, on leur demande beaucoup à nos tout-petits, tu sais, de se séparer de nous, d'être gentils, tu sais, on leur demande d'être souvent en avance par rapport... On a des attentes qui sont souvent irréalistes par rapport à leur réel développement. Fait qu'on les fait travailler beaucoup dans la journée. Là. On les fait travailler. Puis de pouvoir leur permettre de se déposer. Puis tu sais, je dis ça, c'est un beau cadeau, non. Là, quand je dis ça, je veux pas culpabiliser les mères qui sont pas capables de faire du cododo. Vous allez trouver d'autres façons pour amener vos enfants au repos affectif puis physiologique, là, tu sais. On a chacun notre façon. Mais c'est ça, moi, je le dis, le cododo, c'est une intervention puissante quand ça nous tente de le faire, puis quand C'est naturel, on là. peut se le permettre. C'est On va ça, se le là, dire, dans tu sais, la nature, c'est ça. C'est ça. Puis c'est quand je dis qu'une intervention est puissante, ça veut pas dire que si tu la fais pas, t'es un parent de chenoute. Je veux juste mettre ça au clair. Là. Je vous aime tous, OK? Vous êtes tous des parents extraordinaires. Tout le monde. Qui écoute, tout le monde. C'est clairement un pissenlit. Plus que tu parles, parce que moi, je veux rien que ça réguler son système nerveux. Il fait un gros câlin, mais la nuit, il est vraiment décalisse. Puis il prend toute la place. Il est tout évanché. Un matin, il y a un miroir qui est tombé sur la tête. Il se relève, il fait « Ah! » Il se relève, puis il part. Tu sais, il est vraiment là. Vraiment, puis ça lit. C'est fou, on a vraiment un pissenlit. Mais tant mieux. Good Ah, for ouais. you. Puis, il est vraiment papa aussi. Là. Je l'approche, il est là, pas toi! S'il pouvait parler, c'est ça qu'il dirait. Il est Il vraiment dirait très pas papa. toi, là, il dirait toi, Pas toi. Fait que moi, je pense pas que probablement. toi qui l'endors, Il ça va serait être plus trop orchidé difficile. sur le toit. C'est comme si le langage. Oui, c'est ça. Les Puis sans orchidées, lui, ils doivent ils vont prendre plus les accents. accents de campagne. Ils vont... Dans un pissenlit, dis-toi. Dernière petite chose, là, mais c'est-tu vrai l'affaire que comme le deuxième enfant qui arrive, il compense pour le premier un peu? En quel Qu'est-ce que sens? tu veux dire? Tu sais, Il va être genre automatiquement complémentaire? ouais, Ah, pas- je sais pas. non. Je pense pas que ça soit. pas Je pense pas que ce soit scientifiquement documenté, là. Non. Ça peut pousser à... Tu sais, quand t'es deux personnes, là, puis que t'es un peu ça, puis que là, tu deviens un team, là, pour X raisons, soit dans une job ou une équipe, ça peut pousser, comme on dit, les phénotypes à se mettre un peu aux extrêmes, là. Moi, c'est ma théorie. Peut-être. Mais, tu sais, je pense. À ma connaissance, ça n'a pas été scientifiquement OK. démontrer cette Fait qu'on affaire-là. pourrait Parce que ça reste quand avoir- même ouais. aléatoire. Hein? On parle quand même de spermatozoïdes purement aléatoires qui vont rencontrer une ovule purement aléatoire. C'est là puis, après. tu sais. Mais après, tu sais, mettons, moi, ma soeur, Mm-hmm. tu sais, verbomoteur, bon, souvent les petites filles sont plus. Moi, j'avais pas besoin de parler.
Parce qu'elle va savoir qu'est-ce que Elle je est veux. plus vieille que toi? Fait que là, ça va opposer. Oui. OK. Mais ça va souvent, j'ai l'impression, pousser aux opposés. Tu sais, je dis toujours à tout pogner à tout pogner ça, moi, il m'en restait plus. Ou moi, j'ai pogné ça, il en restait plus. Mais tu sais, Ben, ça se peut. c'est que le après, là, au-delà du spermatozoïde, puis des addons. Mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle diade, là, tu sais, quand on fait une équipe, on va toujours aller chercher comme les forces de chacun, puis c'est ça qu'on va se polariser, on va voir émerger, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on pourrait avoir un autre pissenlit. On va pas nécessairement avoir ben, tu sais, mettons les statistiques, là. Les statistiques, c'est une orchidée sur 10. C'est rare, là, les orchidées. Ouais, c'est un bébé sur 10. Là. Comme les pissenlits, il y en a partout. Là. C'est ça, exactement. on le voit dans la nature. On a des poignées là, de pissenlits. Il y a plus de chances que vous ayez un pissenlit qu'une orchidée. Surtout si vous autres, je sais pas, vous autres, si vous regardez aller quand vous étiez petit, si vous aviez l'impression que vous étiez peut-être des enfants hautement sensibles ou que vous êtes encore des personnes hautement sensibles ou pas en tout finalement, parce que il y a une dimension héréditaire de ça. Là, moi, ma fille, elle l'est parce que je le suis, là, big time. Là, j'ai la misère à mettre le doigt dessus. Moi, les coutures de bas, là, c'était pas un caprice. Là, je trouvais ça il faut qu'il soit à bonne place? Ou... Ouais, sinon, c'est une pure torture. Là, une pure torture. Puis, tu sais, dans les années 80, là, c'était un caprice. Là, ils comprenaient pas ça, le monde. Là, attends, que la couture soit à la bonne place, c'est ça que tu veux dire? Ouais, si mettons, elle est mal placée, là, c'est comme si j'avais des couteaux dans les bottes. C'est un peu toqué, là, aussi, là, non? Mais c'est pas, non, c'est ça, c'est pas un toc, c'est vraiment une agression sensorielle. C'est que mon système nerveux traite ça différemment. Je suis hyper sensible, fait que là, moi, je le sens fois 1000, là. Puis là, tu sais, mais c'est sûr que mon système nerveux, il a maturé, puis j'ai développé des stratégies pour dealer avec ça. Mais tu sais, pour un enfant avec un système nerveux immature, c'est un meltdown, là, il capote. Là, tu replaces ton bas, là. Ben oui, à cette heure, je fais juste comme, je suis pas bien, faut que je l'arrange. Ou tu sais, je suis capable d'endurer. Tu sais, je peux marcher longtemps avec une roche parce que là, c'est pas le temps. Là, je peux pas m'arrêter. Là, je vais survivre. Là. Non, tu vas pas une crise. Là, probablement que j'aurais. OK, je comprends. Mais c'est ça, c'est que j'ai de la misère à mettre le doigt sur qu'est-ce que. Ouais, ou tu sais, mettons, là, j'ai le spotlight d'en face. Là. Ouais. Je vais être écœurée. Là, tantôt, je vais le sentir. Je vais être épuisée à la fin de l'enregistrement. C'est épuisant, hein? On peut-tu en parler? Mais c'est de même. Tu sais, je donne des conférences, tout ça. Quand j'ai les spotlights, moi, je suis très sensible à la lumière. Là, souvent, je conduis avec des lunettes de soleil, même s'il pleut, là, parce que je suis full sensible. Tu sais, c'est ça, être hypersensible. Dans le fond, c'est un super pouvoir. Les hypersensibles, là, ben, mettons, tu nous mettrais toutes dans la nature, ben, les hypersensibles ont une meilleure chance de survie. Parce que, on entend tout mieux, on voit mieux, tu sais, le petit gibier, là, qui est camouflé, on le spotterait, nous autres. On l'entendrait, le prédateur arriver. Ça amène à être plus prudent, à trouver des on est des petits écureuils, finalement, tu sais. mais c'est drainant. Dans la nature, elle. Mais c'est drainant être un hypersensible parce que, justement, tu sais, pense à un écureuil. Ouais. C'est jamais au repos, un écureuil, là, c'est au courant de tout, là, mais c'est rochant. Fait que, tu sais, les hypersensibles, souvent, c'est du monde qu'à 10h30 le matin, ils sont déjà en surcharge. Ils ont leur journée dans le corps, sont à bout, puis là, ben, ça fait en sorte qu'ils sont plus irritables. Puis, ces gens-là, là, les réseaux sociaux, c'est plus pas dangereux, mais impliquant, genre, tu sais, ça t'envoie un peu partout dans tes idées. Oui. Puis, tu sais, justement, là, tu sais, parce que les gens hypersensibles sont souvent aussi plus affectés par rapport aux émotions. Tu sais, moi, là, je me fais juste dire, mettons, elle est super cette capsule-là, mais t'aurais pu parler des autistes. Là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai oublié de parler des autistes. Comment ça que j'ai pas parlé des autistes? Je suis vraiment la pire psychoéducatrice du monde. Là. J'ai failed les autistes. Puis là, moi, je deviens super affectée. Moi, je lis plus les commentaires. Je peux pas faire ça, sinon je lâcherais tout. Là. Sinon, je serais pas capable de continuer. Ma santé mentale me permettrait pas de continuer si je lisais les commentaires. Là. Je suis trop affectée par ça. Tu sais, genre avoir un commentaire, que c'est même pas négatif, c'est juste, mais des fois, une suggestion où, il y a une coquille ici à tel. Oh mon Dieu, j'ai fait une faute. Tu sais, là, je capote, là. Tu sais, je me sens inadéquate, puis j'ai l'impression d'avoir déçu toute la planète entière parce que, tu sais, quand tu fais ce métier-là, c'est pour aider, là. Ben oui. C'est pour aider. Fait que là, quand tu te fais dire, t'as pas assez aidé, t'en fais pas assez. Ça, c'est comme les gens en relation d'aide, là, ils veulent tout faire, tout aider tout le monde, puis porter la souffrance des gens à bout de bras. Fait que, tu sais, quand on se fait dire, t'en fais pas assez, c'est la pire affaire que tu peux dire à quelqu'un en relation d'aide. Surtout quelqu'un qui donne de son temps bénévolement sur les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation. Fait que, soyez gentils dans vos commentaires. Est-ce que tu es en train de te dire que tu pourrais être qualifié d'hypersensible? Pas du tout. Je te regardais parce que... Non, je pensais à la mère à Romain, en fait, qui... mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'elle l'est,
Mais elle... Qui a fait la job, sa réaction, la pire pour une hypersensible. Au lieu de culpabiliser, là, en fait, elle va Apprends la troisième sortie. Non, mais dans le sens où l'agressivité. la culpabilité chez elle s'exprime un peu par une sorte de violence. Elle serait prête à aller se battre. Souvent. En fait, souvent, là, puis les enfants, il y a un autre qualificatif, là, autre que orchidée, là, qui est Deep Feeling Kids, là, qui, comme, ils ressentent toute famille, mais ça fait aussi des adultes qui sont des Deep Feeling Adults. Puis, ben, ces gens-là, souvent, ben, comme dans mon exemple, avoir les émotions de vulnérabilité, là, les émotions désagréables, c'est comme si c'était jamais bien loin de la honte. Puis ça, là, quand la honte se joint au party, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça déclenche nos défenses. Parce que notre cerveau, il veut pas qu'on vive ça. Fait qu'il veut nous protéger. Fait que ça déclenche notre armure. Puis là, ben ça se peut que l'armure, ça se manifeste en contre-attaquant. No way que je vais m'excuser pour ça. Mais puis toi, tu me dis que j'ai fait ça, mais toi, t'es pas mieux. Puis tu sais, ils vont comme contre-attaquer. Là. Mais ça, quand on voit ça, ça veut dire que c'est l'armure qui est déclenchée. Puis moi, je vais vous donner un exemple avec ma fille, OK? Un moment donné, elle me donne une tape d'en face parce qu'elle était en maudit pour je sais pas quoi. Puis là, mes lunettes sont tombées par terre, puis ils ont pété. Fait que là, je l'ai vu là, dans son visage. Elle s'est déconfitée. Là, la honte est arrivée parce que c'est pas ça qu'elle voulait. Tu sais, sa tape d'en face, c'est une manière primitive et immature d'exprimer son émotion parce qu'elle a un cerveau primitif et immature. C'est de la maladresse. Fait que là, moi, évidemment, j'étais pas super contente parce que j'ai juste une paire de lunettes. Il a fallu justement que moi, je suis chanceuse parce que je mâche ces mots-là jour après jour. C'est ça ma job. Fait que j'ai juste comme parti une cassette. C'était 0 centime. Mais je dis, Elisabeth, je suis pas fâchée. Je sais que c'est pas ça que tu voulais faire. Il y avait beaucoup de colère dans tes mains. OK? C'est pour ça que t'as donné une tape. Je suis pas fâchée. Viens-t'en. On va aller vers ta colère en sécurité. Fait que je l'ai pris. On est allé dans ma chambre pour qu'elle vive sa colère. C'est 0 centime mon affaire, mais au moins, ça l'a rassurée. J'ai désactivé son armure. Parce que si j'avais dit, hey, qu'est-ce que c'est ça, les coups? T'as brisé mes lunettes. Je suis pas contente. Là, si je faisais ça, là, j'aurais juste épaissi son armure gros de même, là. Ouais, ça fit avec la bataille, là, cette réaction-là. Ben, là, ça aurait fait justement qu'elle se serait mise à tout garrocher, probablement, là. Son armure se serait manifestée en contre-attaque. Fait que moi, je savais qu'à ce moment-là, je devais désactiver l'armure. C'était la première affaire qu'il fallait que je fasse pour lui donner accès à sa vulnérabilité puis à sa tristesse. C'est ça. Il faut désamorcer l'armure pour vivre Oui. Puis dans le fond, tu sais, dans le livre que je vous ai donné, là, Tipou est très fâché, de ma collection Tu peux compter sur moi, qui est pour les enfants. Ouais. Ça, c'est le livre pour enfants, c'est l'autre, l'album illustré. Ça, ben c'est exactement ça, le script que je donne aux parents. La maman dinosaure a dit à son Tipou qui a poussé sa sœur, tu sais, elle s'intéresse à ce qui s'est passé à l'intérieur de lui à ce moment-là. Elle l'amène à apprivoiser l'émotion, finalement, parce que quelqu'un qui a apprivoisé ses émotions, c'est quelqu'un qui donne pas des coups sur la gueule. Fait que c'est ça notre objectif principal avec nos enfants, c'est qu'ils apprivoisent et non qu'ils gèrent leurs émotions. C'est pour ça que je disais que là-dedans, vous allez pas trouver des trucs pour éviter les crises, raccourcir les crises, arrêter les crises. C'est pas ça l'objectif. C'est accompagner la crise de manière sécuritaire. Fait que c'est ça qu'elle dit, la maman. Elle dit, Tipou, je le sais que tu voulais pas faire des bobos à ta sœur. Moi, je le sais que t'es un bon petit dino d'amour qui fait de son mieux, mais que des fois, Colin Debine, les grosses émotions, c'est trop gros. C'est trop difficile. Fait que puis, elle explique que, tu sais, quand il va avoir des... Quoi? Tu nous as dit le punch du livre. Pas besoin de le lire. Non, mais justement, moi, je veux que tous les parents lisent ça avec leurs enfants pour que les enfants entendent ce script-là. Moi, mon souhait, là, le plus cher, c'est que tous les enfants entendent par au moins une personne que t'es un petit pou d'amour. Je le sais que tu veux pas faire des bobos. Je le sais que les grosses émotions, c'est difficile pour toi. Puis je le sais qu'on va trouver une solution ensemble. Je le sais que tu vas finir par y arriver. C'est de le placer devant ses bonnes intentions puis de dire, tu vas finir par y arriver. T'es tout petit, c'est normal que ce soit difficile. Fait que tu peux compter sur moi en attendant. Moi, je te laisserai pas faire des bobos. Puis moi, je te laisserai pas briser des choses dans la maison. Quand ta colère va vouloir sortir par tes mains, par tes pieds, par ta bouche, ben moi, je vais t'amener vivre cette émotion-là à quelque part de sécuritaire puis on va traverser ça ensemble. Tu peux compter sur moi. C'est ça mon rêve le plus cher, là, que tous les enfants puissent entendre ça. C'est très clair. Wow. C'est très, très clair. Mais moi, j'ai besoin de me faire dire ça.
Ah, c'est ça, hein. On a besoin de se faire dire ça. Tu peux compter sur moi, on va traverser ça ensemble. Tu peux compter sur moi, on peut traverser ça ensemble, ma chérie. Mais pas que moi, j'avais besoin de tout. Je suis en train de. Mais c'est tellement clair, comment c'est dit. C'est l'accompagnement. T'es vraiment la meilleure pour vulgariser les choses. Puis, tu sais, une des choses que Claude a dit le plus pendant le podcast, c'est ça me semble évident. Ça me semble évident. Mais c'est même pas vulgariser, c'est clarifier. Ouais. Oui, mais je dirais. c'est. Mais oui, tu dis des choses que t'es comme. Une fois que c'est dit, t'es là, ben oui. Mais c'est parce que. Ça C'est semble ça. évident. Oui. C'est des choses que notre instinct sait, dans le fond. Ouais. C'est pour ça que ça a comme bien du sens. Ça aide vraiment à le oui, je figure le out. savais, j'avais juste pas les mots. Tu sais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais. Ben, merci. T'es Merci extraordinaire, beaucoup. Sarah. On peut-tu partir avec ce petit livre-là? Ah oui, c'est à vous. Ben, j'ai écrit nous, mon elle nom nous a fait dedans. des beaux cadeaux. Les gens, ils trouvent ça. Ouais, ben, où? puis le tome 2, là, ça dit pour le petit pot d'Amérique de 7 à 12 ans, mais c'est vraiment à titre indicatif. Les enjeux que je parle là-dedans, c'est genre l'attitude, le rouspétage, l'image corporelle, les écrans. Tu sais, je parle de plein d'enjeux qui, oui, apparaissent beaucoup entre 7 et 7 ans, mais c'est souvent des problématiques qui s'installent avant puis qui se préviennent. Fait que, tu sais, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre enfant ait 7 ans pour le lire. Là, Peux-tu être dans un autre continent aussi? Oui, il est bien populaire en Europe aussi. Puis ils me disent, le petit pot d'Amérique est comme le petit pot d'Europe. Ben oui, là, c'est juste. C'est parce que c'est un hit, là. Même si t'es en Europe, c'est comme le petit pot d'Amérique. C'est ça. C'est une créature. T'es extraordinaire, Exact. Sarah. J'aimerais ça t'avoir dans ma poche. Faire comme qu'est-ce qu'elle ferait, Sarah. Ça m'a écrit sur Instagram l'autre fois, puis j'étais comme t'es the only stamp of approval I need. Le seul comme yes, tu fais bien ça que je veux dans ma vie, c'est le tien. Oh, t'es fine. Je t'aime beaucoup, puis j'apprécie que tu te sois déplacée pour merci. nous. Ça me fait plaisir. Merci de me donner ce me time. Ça nous fait plaisir. Merci, Sarah. Hey, attends, t'as-tu des choses à plugger? Avant, t'as des affaires qui sortent, des affaires Ce livre-là, il vient juste de sortir, il est nouveau. Oui, parfait. Mais sinon, j'ai un atelier qui s'en vient, justement. Tu sais, je parlais de Julie Parent, l'orthophoniste. Oui. Bien, on donne un atelier sur les écrans. Comment gérer les écrans sans virer fou, là, le 6 novembre à midi. Ça, j'aurais besoin qu'on en parle. Ouais, ça, c'est un autre gros enjeu de très société là, qui mérite d'être adressé, puis que je trouve que le monde est tellement polarisant. Là, c'est soit qu'on démonise ou bien qu'on normalise trop puis qu'on banalise. Fait que, tu sais, c'est ça, on est super nuancé puis, tu sais, très collé à la réalité là, des parents modernes. Fait que c'est ça. Ça, c'est la prochaine affaire. Sinon, j'ai des formations en ligne sur mon site web qui sont toujours là, mais je donne des webinaires là, ponctuellement. Fait que, tu sais, suivez mes réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui est au goût du jour là, puis qu'est-ce que j'ai à offrir. Fait que, voilà. Merci, Sarah. Merci. Merci à vous! Hey, ça m'intéresse tellement.